peu critique. Pardon, excuse-moi, je t'ai un peu coupé. Vas-y, tu peux y aller. J'enregistre tout ça. Je vais continuer là. Oui, vas-y, bien sûr. Je me suis mis à mon compte il y a plusieurs années après avoir quitté KPMG et avoir moi-même dirigé plusieurs entreprises. J'ai créé ce cabinet qui s'appelle Adjuson Conseil et j'accompagne des entreprises, alors soit en tant que manager de transition, donc en prenant la direction de l'entreprise ou la direction financière de l'entreprise à des phases importantes qui peuvent être des périodes de crise, des périodes de restructuration. Et j'ai également rejoint un collectif qui s'appelle la Clinique de la crise. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a un très beau site où vous retrouverez ma tronche avec pas mal d'explications. Et en fait, c'est un collectif de chefs d'entreprise qui ont tous connu dans leur passé une procédure, alors plan de sauvegarde, redressement judiciaire, mandat ad hoc, conciliation, et qui ont tous été formés pour être eux-mêmes mandataires ad hoc et conciliateurs. Donc, je suis moi-même auprès des tribunaux de commerce, mandataire ad hoc et conciliateur. Ça pourra faire l'objet d'une autre présentation que de la spécificité de ces deux procédures qui sont extrêmement bénéfiques pour les entreprises, qui ont un très beau taux de réussite par rapport à RJ puisqu'on est plutôt de l'ordre de 80%. Donc voilà, et actuellement, pour dire ce que je fais, j'accompagne une entreprise parisienne qui a fait une conciliation, qui ne l'a pas obtenue et qui a été en RJ. Donc j'ai accompagné dans la stratégie de dépôt de bilan parce qu'il y a une façon de procéder pour éviter d'aller directement en liquidation judiciaire. Il y a des petites astuces. Et aujourd'hui, je les accompagne ainsi que l'administrateur judiciaire pendant la procédure, parce que c'est une période qui peut être assez lourde à vivre, avec beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs. Et il faut savoir ce qu'attend le tribunal et ce qu'attendent les administrateurs judiciaires, le mandataire, etc. Voilà. Alors, je suis basé en Normandie, mais j'exerce en fait un peu partout en France. Je suis ce qu'on peut appeler un nomade. J'ai un sac à dos, 2 ordinateurs. Avec un ordinateur, je n'ai pas de roue de secours, j'ai un ordinateur de secours au cas où. Aujourd'hui, c'est le cas. Et voilà. Donc, et aujourd'hui, pour tout vous dire, je suis à Montpellier. J'ai loué un bureau exprès pour vous. Pour pouvoir Ok, animer cette merci Stéphane. On accueille Laurence. Laurence, je pense que vous avez le micro ouvert, mais on n'a pas l'image, ce qui est dommage. Et on était prévu au dernier recensement, pour vous dire, 17 personnes. Alors, je pense qu'il y a des petits tricheurs, notamment chez Yann Girondin, et on doit peut-être pas être loin du compte, en fait. C'est les avocats, ça. C'est les avocats. Mais dis donc. Laurence, est-ce que vous nous entendez? C'est mieux, même si nous, on ne vous voit pas. Juste une petite confirmation. Bon. Eh bien, ce que je te propose, Stéphane, il est 35 piles. Ouais. Je vais accueillir au fur et à mesure les personnes. Oui, on a mettre des horloges. Je te laisse faire la présentation. Et puis, ce que je vous propose à tous et toutes, si vous avez des questions, c'est de les mettre par le chat. Comme ça, voilà. Si moi, je peux répondre, interagir avec Stéphane au moment de votre question, je le fais. Et sinon, on se laisse un temps à la fin de l'intervention pour répondre à vos questions. Oui, c'est parti. Pardon. On fera peut-être une petite pause, comme c'est 3 parties. OK. À la fin de chaque partie, très bien. Voilà. OK, on fait des entractes. Très bien. On fera un gros truc à la fin. Allez, j'attaque. OK. Allez, let's go. Hop. Tout le monde voit l'écran ou pas? Pour moi, c'est OK. Oui. Impeccable. Donc, l'intitulé du webinaire, après le titre, on peut discuter, mais tout savoir sur les comptes de son entreprise. Probablement un titre un peu prétentieux quand on a 1 heure pour discuter de ça et plutôt 20 minutes même pour parler précisément des comptes de l'entreprise. L'idée, c'est plutôt de vulgariser. Alors, on a découpé avec Nicolas en 3 parties. Une première partie qui va être comprendre les comptes annuels. L'idée, c'est de vous présenter ce que sont véritablement les comptes annuels, comment ils s'articulent, pour être un peu plus à l'aise là-dessus. Des indicateurs. Alors, dans le temps qu'on a, on ne va pas voir tous les indicateurs. J'ai recensé un certain nombre d'indicateurs que moi, j'utilise le plus souvent. Ils ne sont pas exhaustifs. Ils peuvent ne pas forcément être pertinents pour vous, mais ce sont des indicateurs qu'on retrouve très souvent, qui sont construits à partir de l'analyse financière qu'on abordera. Et enfin, un autre titre, stratégie de présentation de bilan. L'idée n'est pas de vous vendre une approche de on va bidouiller les comptes, mais plutôt d'évoquer un certain nombre d'options que vous devez avoir à l'esprit pour donner une image à un moment donné dans les comptes annuels qui peuvent correspondre à un message qu'on a envie de faire passer selon les interlocuteurs et selon le contexte. On réabordera le sujet. On a à peu près 20 minutes pour chacune des parties. Alors, comprendre les comptes annuels.
Tout d'abord, on va, avant de les comprendre et de les analyser, définir ce que sont les comptes annuels, parce que tout le monde n'est pas toujours bien en fait de ça. Les comptes annuels sont définis par la loi, et la loi dit que c'est un ensemble documentaire, c'est 3 documents qui forment un tout indissociable. Alors, ces documents, vous les connaissez, c'est le compte de résultat, le bilan, et ce qui est peut-être un peu moins bien connu, ce sont les annexes comptables ou annexes comptables. On dit ou l'annexe comptable ou les annexes comptables, c'est la même chose. Je vais vite aborder l'annexe comptable. C'est un document rédactionnel qui va apporter un certain nombre d'éléments pour expliciter ou mieux comprendre les 2 documents de synthèse qu'on a en haut, qui sont le compte de résultat et le bilan, qui, eux, sont des tableaux avec des chiffres classés d'une certaine manière. C'est un document qui est parfois négligé dans sa rédaction. C'est un document qu'il faut manipuler parfois avec précaution. Et j'ai vu des entreprises déposer le bilan à cause d'anomalies, on pourra évoquer le sujet, mais d'une rédaction de l'annexe comptable, des données qui avaient été mal appréciées et qui ont été utilisées par d'autres pour les dézinguer. Mais c'est un document qui est extrêmement important, qu'il ne faut pas laisser de côté et sur lesquels vous devez échanger, par exemple, avec vos experts comptables, avec l'ensemble de vos conseils, pour être bien sûr. Il y a 2 chapitres, moi, que j'aime bien lire dans les annexes comptables, ce sont les 2 premiers, parce qu'ils donnent des informations d'ensemble sur l'entreprise. Ce sont les événements majeurs survenus pendant l'exercice ou postérieurement à l'exercice, mais qui ont un impact significatif sur l'exercice. Et celui aussi qui traite des changements de méthode. J'aborderai la question tout à l'heure. Alors, donc un ensemble documentaire, et ce sont ces comptes annuels que vous déposez normalement, si vous le faites correctement, que vous avez l'obligation de déposer tous les ans au greffe du tribunal de commerce. Et il ne faut pas le confondre avec un autre document qui est l'alias fiscal, qui ressemble beaucoup. Et très souvent d'ailleurs, quand votre banque vous demande des comptes annuels, en réalité, elle vous demande l'alias fiscal. Pour des raisons pratico-pratiques, c'est qu'ils envoient ça sur des plateformes à l'étranger, souvent au Maghreb ou en Inde, et ce sont des gens qui ne sont pas des sachants. Et les cases, comme les cases sont référencées, c'est plus facilitateur pour le traitement des données. Mais ce ne sont pas les mêmes éléments. Et des fois, je taquine ma banquière elle-même. Quand elle me demande les comptes annuels, je lui envoie les comptes qui sont déposés au greffe et pas ma liasse fiscale pour la taquiner. Voilà. Le compte de résultat. Qu'est-ce que c'est qu'un résultat pour commencer ? Un résultat, c'est tout simplement la différence. Alors, le compte de résultat mesure la performance économique de l'activité. Un compte de résultat, c'est toujours une différence entre des produits et des charges. La différence, une des différences majeures avec le bilan, il y en a d'autres, bien entendu, mais c'est qu'on est sur une vision dynamique, c'est-à-dire que le compte de résultat va recenser l'ensemble des produits et des charges réalisés en cumul sur une période de 12 mois. Il y a des exercices qui parfois ne font pas tout à fait 12 mois, mais ce sont des cas particuliers, et c'est toujours c'est quelque chose de ponctuel. Et c'est ce résultat qui va servir de base au calcul de l'impôt, notamment l'impôt sur les sociétés, mais également c'est le résultat que vous allez devoir déclarer si vous êtes en entreprise individuelle à l'IRPP. Alors donc, ce qui est important, un résultat, ce sont des produits moins des charges. On pourrait se contenter de ça. Donc, produits moins des charges nous donne un résultat. Et si les produits sont supérieurs aux charges, on a ce qu'on appelle un bénéfice. Si les produits sont inférieurs aux charges, on a un déficit. Le bénéfice et le déficit ne sont pas le résultat, ils sont un type de résultat. D'accord ? Et le législateur a souhaité que ces produits et ces charges soient détaillés selon une certaine logique, et notamment soient regroupés en 3 grandes familles. La première que vous connaissez, qui s'appelle les produits. Oui, pardon. Je crois qu'il y avait une question. Les produits d'exploitation, d'accord, chiffre d'affaires, production non vendue, les subventions d'exploitation, des reprises d'amortissement, etc. C'est un ensemble de produits que l'on va ranger dans la catégorie des produits d'exploitation. Comme vous avez les produits d'exploitation, vous allez avoir également des charges d'exploitation, l'achat de marchandises, de matières, etc., salaires et charges sociales, dotations d'amortissement, provisions, les clients classés en perte, par exemple, et puis des éléments divers. De la même manière que tout à l'heure, je vous disais, le résultat, ce sont des produits moins des charges. Si on fait des produits d'exploitation moins des charges d'exploitation, on a un résultat d'exploitation. Stéphane, oui. Les clients en perte, ce sont des clients qui n'ont pas payé leur facture, c'est ça, hein? Exactement. Ce sont des clients qu'à un moment donné, pour différentes raisons, par exemple, un client qui a déposé le bilan et qui est liquidé, à un moment donné, tu es fondé, alors il y a du formalisme à respecter, mais tu es fondé à le passer en perte parce que tu ne le récupéreras jamais. Voilà. C'est un mauvais payeur aussi, ça peut être ça. D'où Ça l'idée peut... de faire des relances clients quand même.
Tout à fait. Donc, de la même manière qu'on a des produits et des charges d'exploitation, on va trouver une deuxième catégorie qui a été prévue par les législateurs, ce sont les produits financiers et les charges financières. Les charges financières, ce que vous ne connaissez le plus, c'est les intérêts sur emprunt, les intérêts de découvert, mais il peut y avoir d'autres éléments. Et pour les produits financiers, j'avoue que ça fait un bout de temps que je n'en ai pas vu, mais ça existe quand même. C'est des produits qu'on tire de placements qu'on peut avoir fait. Par exemple, on a un excédent de trésorerie, on ouvre un compte à terme, et puis au bout d'arriver à ce terme, on encaisse des produits financiers. Ou de l'escompte. Comment? Ou de l'escompte. Ou de l'escompte, par exemple. Oui. Produits financiers moins charges financières égale résultat financier. De la même manière, produits exceptionnels et charges exceptionnelles. Alors, je ne suis pas exhaustif dans les exemples que je vous ai donnés. J'ai essayé d'imaginer ce qui était parlant pour vous. Donc, par exemple, des prix de vente, des prix de cession d'immobilisation, des remboursements d'assurance lorsqu'il y a sur certains sinistres, et puis dans les charges exceptionnelles, ce qu'on appelle la valeur nette comptable des immobilisations vendues, c'est-à-dire la valeur résiduelle, la valeur d'origine moins le cumul des amortissements. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Produits exceptionnels moins charges exceptionnelles égale résultat exceptionnel. Et finalement, le résultat qui était la différence entre des produits et des charges, c'est aussi l'addition de trois résultats. Le résultat d'exploitation, plus le résultat financier, plus le résultat exceptionnel. Et si vous avez déjà vu les comptes annuels, comment ils sont structurés, vous avez ces blocs. Traditionnellement, vous avez deux feuillets A4. Vous avez une première partie qui va vous donner le résultat d'exploitation et le résultat financier. Et puis ensuite, sur l'autre page, on va voir le résultat exceptionnel avec un petit calcul sur l'IS quand il y en a, et on obtient le résultat net. Résultat net qu'on va retrouver au passif du bilan et qui va également être le résultat sur lequel les actionnaires vont devoir statuer quand on sort qu'ils le réservent. Soit on le met en réserve, soit on le distribue en tout ou partie. Bien entendu, aussi, il y a des conditions à respecter pour pouvoir le faire. Voilà. L'autre document majeur des comptes annuels, c'est le bilan. Alors, le bilan, c'est une représentation patrimoniale de l'entreprise. Et la définition légale d'un patrimoine, c'est des biens et des dettes. C'est la même chose que pour les personnes physiques que nous sommes. C'est exactement la même définition, sauf que là, ça concerne une personne morale qui est une entreprise. C'est une vision statique à une date donnée. Alors ça, c'était pour faire un pendant avec le compte de résultat. C'est que les chiffres que l'on va trouver dans le bilan sont ceux de la date de clôture. Fréquemment 31 décembre. Si vous clôturez au 31 décembre, c'est la position de vos biens et de vos dettes, enfin de l'entreprise plus exactement, au 31 décembre. Ça a déjà changé au 1er janvier et c'est déjà différent de ce que vous aviez la veille. Chaque opération, en général, impacte le bilan. Alors, je vous ai mis, et ça c'est un peu provocateur, c'est aussi la base de calcul de l'impôt. Si je devais affiner, je dirais surtout c'est que c'est la définition de la base d'imposition retenue par l'administration fiscale lorsqu'ils font un contrôle. Le résultat, ils le définissent comme étant la variation du bilan. Voilà. Et finalement, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, que je vous ai présenté du compte de résultat, n'est que l'explication détaillée en résultat d'exploitation, résultat financier et résultat exceptionnel de cette fameuse variation de bilan. D'accord? Bon, ce n'est pas très important à retenir. Alors, donc je vous disais, ça vous connaissez. Si vous regardez les comptes annuels, vous avez déjà vu, vous avez toujours deux feuillets A4, un actif et un passif. D'accord? Cet actif, ce qu'on appelle l'actif, c'est l'ensemble des biens possédés par l'entreprise. Le passif, c'est l'ensemble des dettes. Donc, on retrouve bien cette vision patrimoniale. D'un côté, je possède des biens, de l'autre côté, j'ai des dettes, et ça constitue l'ensemble de mon patrimoine. Alors, le législateur a souhaité qu'on le classe d'une certaine manière, et notamment, il a souhaité que les actifs soient classés selon leur degré de liquidité. Qu'est-ce qu'on appelle le degré de liquidité? C'est la capacité à transformer plus ou moins rapidement ces actifs en monnaie. D'accord? Et c'est classé en partant du haut vers le bas, du moins liquide au plus liquide. De la même manière, les dettes, elles, sont classées selon leur degré d'exigibilité. Et qu'est-ce que c'est que l'exigibilité? C'est la vitesse à laquelle on va devoir le payer. Vous avez tous entendu parler de dette échue, non échue. C'est une approche de l'exigibilité. Allô? Oui. Ouais, est-ce que Georges, oui, allez-y. Ah, ça doit être Georges qui doit être en double appel, je pense. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Le piège du micro. C'est ça.
Et donc, Stéphane, tiens, je me permets juste, oui, puisqu'il y avait un tout petit temps mort, euh, dans les degrés d'exigibilité, on peut considérer qu'il y a une très forte exigibilité de tout ce qui est cotisation salariale, URSSAF, etc. Non? Hein? c'est quelque chose d'exigible, puisqu'en général, on est à un mois ou à trimestre. Découvert bancaire, selon la façon dont il est structuré, est encore plus exigible. Et puis tout en haut, le moins exigible, c'est le capital social. Ce qui est logique, puisque c'est ce qui revient in fine aux associés. Si on devait liquider à l'amiable, par exemple, l'entreprise, c'est vraiment la dette de l'entreprise vis-à-vis d'associés qui sera honorée en dernier. D'accord? Merci. Bon, je vais détailler, mais tu as parfaitement raison. Ils font partie des dettes exigibles et très exigibles. Alors, la façon dont le législateur a souhaité qu'on range tout ça pour que ça donne un tout plus cohérent, comme je disais, donc sur les dettes exigibles, les moins exigibles, ce sont tout ce qui appartient aux associés. Essentiellement, c'est quoi? Le capital et les réserves, les résultats de l'entreprise et les comptes courants d'associés selon l'approche que l'on a et selon les accords éventuellement signés qui entre l'entreprise et les associés. On parle souvent de comptes courants d'associés rémunérés ou pas. Mais bon, très souvent dans les PME, on va considérer dans nos analyses que le compte courant d'associés, c'est du quasi-capital qui a cette fonction économique du capital, même s'il est un peu plus exigible que le capital, puisque le compte courant, par nature, peut logiquement être remboursé relativement facilement et relativement rapidement. Les partenaires financiers, comme les banques, alors on va distinguer un certain nombre de choses, mais dans les banques, on a les dettes qu'on a vis-à-vis des banques, on va trouver des prêts, on va trouver des découverts bancaires. Les découverts bancaires sont classés à cet endroit-là. On va trouver éventuellement des associés aussi lorsqu'il y a des prêts consentis à l'entreprise par un ou des associés. Et puis, les fournisseurs. Alors, j'ai mis les fournisseurs dans certaines activités, notamment, je pense à la minoterie, donc fabrication de farine. Vous avez aussi sur les brasseries, les fournisseurs qui peuvent vous prêter, qui prêtent, par exemple, pour acheter le fonds de commerce ou pour acheter du matériel. Donc là, les dettes que vous avez vis-à-vis des fournisseurs, ils jouent le rôle de banquier, elles vont être classées plutôt dans cette catégorie. Vous avez ensuite les tiers, ce qu'on appelle véritablement les tiers, que vous connaissez bien, qui sont les fournisseurs. Donc là, pour répondre, anticiper la question de Nicolas, ce sont les factures que nous n'avons pas encore payées aux fournisseurs, d'accord? Vous avez les salariés, notamment quand l'entreprise pratique ce qu'on appelle le décalage de paye, qu'elle paye pas à la fin du mois, mais dans les jours qui suivent, ça arrive. Les organismes sociaux, puisqu'il y a un décalage technique qui existe, l'État à travers les impôts et taxes, et puis d'autres tiers qu'on n'arrive pas à ranger là-dedans. Enfin, le dernier élément, ce sont des éléments de trésorerie créditrice négative, qui ne sont pas les découvertes, sont d'autres choses. Pour être tout à fait honnête, j'en ai rarement vu. Ce sont des outils spécifiques. On est déjà dans des tailles d'entreprise, enfin, dans ce que j'ai vu, des tailles d'entreprise un petit peu conséquentes. En face de ces dettes, vous avez donc les biens qui sont possédés par l'entreprise. Et les moins liquides, ce sont les actifs immobilisés, que l'on distingue en trois catégories, les incorporels, les corporels et les immobilisations financières. En dessous, on a ce qu'on appelle l'actif circulant, qui est un peu le pendant du bloc tiers, fournisseurs, etc. Ce sont les stocks, ce sont les clients, ce sont les salariés lorsqu'on leur a fait, par exemple, des avances de frais. On a une créance sur eux, ils doivent nous rembourser. On a les organismes sociaux, parce que parfois, ils nous doivent de l'argent. L'État aussi, par exemple, des subventions qu'on attend peuvent se ranger là, et puis d'autres tiers. Et enfin, à la fin, dans les biens possédés par l'entreprise, on a la trésorerie débitrice, tous les éléments de trésorerie qui sont des placements à court terme, des comptes bancaires, les caisses. Voilà. Stéphane, est-ce que tu peux expliquer immobilisation incorporelle, corporelle, financière, pour vulgariser jusqu'au bout? Alors, d'abord, on va faire le distinguo entre une immobilisation et une charge. Ce qu'on appelle une immobilisation, c'est une dépense qui est engagée par l'entreprise, mais qui va être consommée sur plusieurs exercices, ou en tout cas qui va participer à l'activité de plusieurs exercices. Par exemple, un véhicule qu'on va utiliser pour de la livraison, il ne va pas concourir à un seul exercice, il va concourir à plusieurs exercices. Donc, on va intégrer dans les résultats des exercices à venir une tranche qu'on appelle l'amortissement. Donc, la dotation d'amortissement. Dans les immobilisations, on distingue ces trois catégories incorporelles, corporelles, financières. Alors, je vais commencer par la première. La seconde, plutôt la corporelle, c'est tout ce qui est fongible, tout ce qui a une existence physique. Par exemple, un véhicule, un ordinateur, une table de bureau. L'incorporel, c'est quelque chose qui n'a généralement, qui n'a pas d'existence physique en tant que telle. Par exemple, un brevet. Le brevet, vous n'avez pas un bien qui physiquement, vous avez une patente, vous avez un document qui atteste
mais c'est de la production intellectuelle, c'est quelque chose d'immatériel. Vous avez les licences, vous avez les concessions. Et puis, parfois, dedans, on va trouver des charges qui ont été activées. Ça, c'est quelque chose qu'on abordera en dernière partie. Ce sont des dépenses qui sont par nature des charges, mais dont les dispositifs fiscaux nous permettent de mettre en immobilisation et de les étaler sur plusieurs années. Et puis enfin, les immobilisations financières. Alors, les plus classiques dans les PME, c'est les dépôts de garantie qui ont été… par exemple, vous avez des locaux, on vous a demandé 3 mois de dépôt, ils vont se ranger là. Mais ça peut être aussi des prises de participation dans des entreprises, par exemple. Moi, j'ai un véhicule de fonction avec une carte Total. Pour la carte Total, j'ai un dépôt de garantie, il va se ranger ici. Voilà. Ça répond à tes questions, Nicolas? Oui, oui, oui. Moi, je connaissais un peu, mais c'est pour essayer de vulgariser pour tout le monde, quoi. Ok. Voilà. Voilà. On a fait à peu près le tour. Je crois que j'ai tenu les 20 minutes sur ce pavé. Tu es à Peut-être qu'à ce 14 stade… minutes 30. Donc, Ouais, il y a 5 minutes de questions, si tu veux. Ou si voilà. tu peux Et puis la enchaîner comme partie ça. qui suit va être plus longue. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Allez, c'est le moment. La parole est à vous, les participants. Des questions ou on passe à la suite? Il faut ouvrir les micros, par contre. Bon, pas de questions. Soit j'ai été très clair, soit j'ai pas été passionnant. On va dire que tu as été très clair. Non, mais c'était très clair. On va prendre la première option. C'est gentil. Merci. Alors, les principaux indicateurs, on va travailler sur… enfin, je vais vous présenter des outils d'analyse financière. On va travailler là sur l'analyse financière. Je ne vais pas être exhaustif parce qu'il y a tellement de choses à dire que 20 minutes, même une demi-heure, c'est beaucoup trop court. Alors, l'analyse financière, c'est une technique d'analyse. Pourquoi je précise ça? Tout simplement parce que ce que je vous ai présenté avant, en réalité, c'est l'application d'une loi. On appelle le plan comptable. C'est un texte de loi qui définit les règles que l'on doit appliquer, notamment dans la présentation. L'analyse financière, ce qui fait son charme de mon point de vue, c'est que c'est une technique, mais c'est complètement libre. On fait ce que l'on veut. Donc, on peut l'adapter vraiment, on peut faire du sur-mesure pour l'entreprise. C'est à la fois un atout et à la fois un handicap parce que du coup, comme c'est moins bordé plutôt, parfois ça peut inquiéter quand on n'est pas forcément à l'aise. Moi, quand j'ai débuté, il y avait des choses, voilà, on reste dans les sentiers et puis on commence à sortir un peu plus tard. Mais c'est complètement libre. C'est un outil aussi qui est intéressant parce qu'on va faire des constats. Les indicateurs vont permettre de faire des constats, mais on peut faire ce que j'appelle la prospective. C'est-à-dire qu'à partir de ces constats, on va pouvoir bâtir des prévisions. On va pouvoir bâtir des scénarios qui vont nous permettre de simuler un certain nombre d'options. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On verra, il y a des tableaux de synthèse, mais on met aussi en évidence des agrégats ou des soldes que vous connaissez et des ratios. Voilà. L'idée, c'est de mieux comprendre la réalité économique. Et ça, je crois que c'est vraiment la chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'on va être amené à un moment donné à reclasser un certain nombre de choses, à retravailler pour arriver à une vraie perception de la réalité économique de l'entreprise. Moi, je travaillais dans les milieux anglo-saxons. Le résultat, c'est quelque chose c'est pas un indicateur forcément de performance pour eux, c'est le résultat transformé en cash. Si vous discutez avec des anglo-saxons, vous dire c'est bien tout ça, mais à la fin, il reste combien dans le porte-monnaie? C'est ça, à mon avis, qui est important à voir. Ce n'est pas que ça, la performance d'une entreprise, ce n'est pas que ça. Mais c'est intéressant, c'est la capacité d'entreprise à dégager du profit, mais aussi à transformer ce profit en cash. D'accord? Là, je travaille avec une entreprise actuellement, donc, comme je vous disais, qui est en dépôt de bilan. Une des raisons de ces difficultés, c'est qu'elle a structurellement un besoin de trésorerie. Elle a un délai client moyen qui est de 150 à 180 jours et elle n'a pas les fonds qui permettent elle n'a pas financé ça, elle ne l'a pas vu, elle ne l'a pas financé. Donc, à un moment donné, il y a des tensions. Donc, elle fait du chiffre d'affaires, mais elle bouffe tout parce qu'elle n'a pas de cash devant elle. Et puis, donc, à partir de ces constats que je vous disais tout à l'heure, on peut faire aussi la prospective. Donc, on peut anticiper d'éventuelles difficultés et on peut simuler différentes options. Donc, c'est tout l'intérêt du travail. Et c'est intéressant de travailler, par exemple, avec son expert comptable pour faire, par exemple, des arrêtés trimestriels qui permettent, à un moment donné, et c'est un sujet qu'on pourra aborder dans la troisième partie, mais les options, ce n'est pas 2 mois au moment de l'arrêté des comptes par expert comptable qu'on les prend. C'est bien en amont, en discussion, en concertation avec lui. Mais pour ça, il faut qu'il ait la main, il faut qu'il ait une vision. Par exemple, si vous faites un arrêté semestriel, vous êtes à 6 mois.
On peut essayer de se projeter à partir de ces constats qu'on peut faire, on se projette à 12 mois et dire, voilà, qu'est-ce que l'on fait? Quelle option on prend? Est-ce qu'on fait un gros résultat avec de l'impôt, beaucoup d'impôts? Est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers d'autres options, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. OK? Alors, les outils d'analyse financière, il y en a beaucoup. Ceux dont je vais vous parler ce matin sont des tableaux de synthèse dont vous avez, je pense, déjà entendu parler, qui sont les seuls intermédiaires de gestion et la situation financière. Ça, ce sont des tableaux sur lesquels vos experts comptables sont très à l'aise. Les outils aujourd'hui informatiques permettent, à partir de la balance et au moment où ils construisent les comptes annuels, qui sont des obligations légales, ils peuvent construire ces tableaux. Ce sont des options dans leurs prestations. Ils ont un peu de travail à faire pour les customiser, les adapter, puisqu'il y a des informations à renseigner, mais ce n'est pas un travail surhumain et ça apporte beaucoup d'informations, de mon point de vue. Stéphane, oui, tu expliques la balance, au cas où? La balance, alors, dans les documents préparatoires, en fait, quand vous tenez votre comptabilité, les opérations sont enregistrées au jour le jour, opération par opération. Elles sont centralisées dans un document qu'on appelle le journal. Le journal, c'est le document légal qui recense toutes les opérations dans un ordre chronologique. D'accord ? Ces opérations, à un moment donné, on peut avoir besoin d'une vision spécifique. On a deux documents qui nous permettent d'avoir cette vision spécifique, c'est la balance et le grand livre. Le grand livre, il va nous donner, dans l'ordre chronologique, pour chacun des comptes, toutes les opérations qui sont venues impacter ce compte. Par exemple, pour ceux qui connaissent les comptes fournisseurs, je vais prendre le fournisseur CPME de l'Orne et je vais voir toutes les facturations, toutes les opérations, donc les facturations et les opérations qu'il pourrait y avoir avec ce fournisseur. On a la même chose pour les achats, on a la même chose pour tous les comptes. Et puis, vous avez un document hyper centralisateur qui est la balance, qui, elle, va donner simplement compte par compte le solde final de chacun de ces comptes. Voilà, tout simplement. Alors, l'informatique permet beaucoup de choses, et notamment d'avoir ce qu'on appelle des comptabilités auxiliaires, notamment pour les comptes clients et les comptes fournisseurs, pour ne pas avoir des balances générales à rallonge, avec 3 pages de comptes clients. On les centralise dans un compte qu'on appelle un compte collectif qui s'appelle le compte client. Et à côté de ça, vous avez le détail dans une comptabilité auxiliaire. Donc, on peut avoir une balance fournisseur, une balance client et un grand livre client et un grand livre fournisseur. Ça permet de décomposer et de travailler un peu plus à l'aise. Voilà. Super, merci. Donc, les agrégats, alors c'est un grand mot, mais les agrégats, ce sont des soldes, en fait, et on en parlera dans les soldes intermédiaires de gestion. On va utiliser des ratios aussi. Un ratio, on verra ce que c'est. Et alors, des ratios, vous en avez, quand vous regardez sur Internet, il y en a c'est un nombre infinitésimal. Il n'y en a pas 36 000 qui sont vraiment pertinents. Moi, ce que j'aime bien, c'est des ratios qui sont extrêmement simples, qui sont parlants, qui sont pragmatiques et que l'on peut faire à table, sur une nappe en papier. On prend 2-3 chiffres et puis on peut commencer à discuter. Pour moi, ce sont des ratios qui sont dans ces cas-là sont pertinents. Et puis des analyses d'écart, c'est un sujet que j'aborderai, mais moi que j'aime beaucoup, qui permet d'aller un peu plus finement dans des constats que l'on fait et d'analyser les causes, en tout cas les points, faire des focus sur des éléments de variation de certains points. Par exemple, variation du chiffre d'affaires ou variation de la marge. Alors, je vous parlais donc des deux documents de synthèse. Le premier, que je pense certains connaissent, sont les soldes intermédiaires de gestion, ou SIG, ou SIG, ou SIG. Il y a plein d'expressions différentes. C'est une autre façon de représenter le compte de résultat. Vous vous rappelez, compte de résultat, c'était les produits d'exploitation, les charges d'exploitation, etc. Résultat d'exploitation plus résultat financier plus résultat exceptionnel égale le résultat. Là, on va essayer de l'aborder en détaillant un peu plus, en tout cas en essayant d'extraire des agrégats, qu'on appelle des soldes intermédiaires, qui ont une signification un peu plus particulière. Alors, on ne va pas tous les voir, mais je vais quand même vous montrer la structure. Ça, je l'ai dit. Hop. Oui, et identifier des zones de performance ou de contre-performance. L'intérêt, c'est d'essayer de savoir comment l'entreprise génère du profit, donc comment elle crée de la richesse et comment cette richesse est consommée à différents niveaux et à quel niveau, éventuellement, il y a des dérapages. Alors, on part toujours de l'activité. Et dans l'activité, traditionnellement, on distingue 2 pôles. L'activité négoce avec une marge qu'on appelle la marge commerciale. Normalement, quand on parle de marge commerciale, on parle nécessairement de l'activité de négoce. Et vous avez la marge sur matière qui est relative
aux activités de transformation, de production. Donc, ce qu'on appelle le négoce en termes juridiques et financiers, c'est le fait de vendre, d'acheter quelque chose et de le revendre en l'état, sans process de transformation. D'accord ? Par exemple, je suis concessionnaire automobile, j'achète des véhicules et je les revends tels quels. D'accord ? Je suis fabricant automobile, j'achète différents matériaux que j'assemble, que je transforme, que j'assemble pour créer quelque chose qui n'existait pas avant. Ces deux marges, donc, une fois qu'on les a analysées, on va les fondre, on va enlever un certain nombre d'éléments, on va trouver ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Ça, c'est un des agrégats assez importants. La valeur ajoutée représente la richesse générée sur l'exercice, créée par l'entreprise sur un exercice. La valeur ajoutée. Si on va un peu plus loin, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, c'est la taxe que l'on paye sur la richesse créée. D'accord ? Si on additionne l'ensemble des valeurs ajoutées des entreprises françaises, alors bon, il y a des petites variations, mais on obtient un agrégat national que l'on connaît, qui est le PIB. Le PIB représente la somme de la richesse créée par les entreprises en France. D'accord ? On enlève quelque chose, pas mal de choses d'ailleurs, mais les deux points importants qui vont faire la différence entre la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation, ce sont les salaires et les coûts salariaux et les impôts et taxes. On considère que la valeur ajoutée, elle est en priorité consommée par la main-d'œuvre, puis par l'État. C'est une forme de rémunération des services de l'État. Je ne veux pas faire de polémique à ce niveau-là, c'est le concept. Et on obtient un agrégat qui s'appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, qui traduit finalement la richesse créée par l'entreprise et qui reste disponible à l'entreprise. On a un troisième tableau qui s'appelle le tableau de flux, que je ne vous présente pas là parce qu'il est assez complexe, mais qui est très intéressant. L'EBE, c'est le point de départ du cash nouveau. Donc, c'est un agrégat qui est extrêmement important à avoir à l'esprit et on y reviendra. On enlève encore 2-3 trucs et on obtient un agrégat dont vous avez déjà entendu parler, qui est la capacité d'autofinancement, le cash flow pour les anglo-saxons. La capacité d'autofinancement, on va en parler, mais si on lit littéralement, c'est la faculté qu'a l'entreprise à financer par elle-même ses investissements, avec le cash généré par la richesse créée, donc par l'activité. OK ? On enlève encore des éléments et puis on va trouver le résultat net, ce fameux résultat que les associés vont devoir mettre en réserve ou distribuer comme ils veulent. Voilà le schéma classique. Le deuxième tableau qui est extrêmement important, c'est la situation financière. De la même manière que les seuls intermédiaires de gestion étaient une autre façon de représenter le compte de résultat, la situation financière, elle, est une autre façon de présenter le bilan, donc le patrimoine de l'entreprise, avec une approche cash et plus économique. Donc, on avait dit, je reprends la structure, actifs égale bien, et en analyse financière, on va considérer que ces actifs, ces biens, ce sont des besoins. Ce sont des besoins de trésorerie, besoins de cash. D'accord ? Notre activité induit des besoins de trésorerie pour pouvoir tourner. De la même manière, passif égale les dettes, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En analyse financière, on va considérer que ce sont des ressources. Donc l'analyse financière, la situation financière est un tableau qui va mettre dans une certaine logique économique en confrontation des ressources et des besoins. En gros, c'est l'activité dégage un certain nombre de besoins qu'on va structurer d'une certaine manière. Et voilà les ressources qu'on a mis en face, que l'entreprise a mis en face pour pouvoir assurer la couverture de ses besoins, ou pas d'ailleurs. Je fais un petit focus sur dette égale ressources. C'est quelque chose qui parfois heurte, parfois choque, qui est difficile à comprendre. Mais un découvert bancaire, c'est une ressource. Ça, il faut arriver à l'imprimer. Ce n'est pas toujours très simple. Le fait de ne pas payer ses fournisseurs, c'est une ressource. Voilà. Moi, j'ai été élevé avec des parents qui me disaient qui payent ses dettes s'enrichit. Quand on fait l'analyse financière, on démontre l'inverse. C'est surtout ne payez pas vos dettes. Vous ne vous enrichissez pas en payant vos dettes. Je pense que vous avez tous entendu un dire, il faut éviter de s'endetter. Alors, achat d'une maison, c'est difficile, mais quand on parle parfois de voiture, on dit « Ah non, je ne veux pas m'endetter, etc. » Si, surtout quand les taux sont relativement faibles, endettez-vous. Raisonnablement, mais endettez-vous. Il y a beaucoup de grandes opérations d'entreprise qui sont faites grâce à l'endettement. Contrôler, piloter. D'accord ? Voilà. Donc, n'oubliez pas ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Les dettes sont des ressources.
Alors, la façon qu'on va avoir de les ranger, on va d'abord distinguer dans les ressources ce qu'on appelle les ressources stables, qui ont un caractère à long terme. Essentiellement, c'est quoi? Ce sont les fonds propres, c'est-à-dire ce qui appartient à l'entreprise en propre, capital, réserve, etc., provisions, et les emprunts à long terme, c'est-à-dire les emprunts qui ont plus d'1 an à l'origine. D'accord? En face, l'orthodoxie financière considère que ces ressources stables, elles vont devoir d'abord financer les investissements. Les investissements, ce sont les immobilisations qu'on a vues tout à l'heure, les incorporelles, les corporelles et les financières. Ce sont des besoins stables. Pourquoi stable? Parce que une fois que vous avez besoin de cash pour acheter une machine, mais une fois que vous l'avez, vous n'allez pas sortir ce cash tous les ans. Ça va durer un certain temps. D'accord? Ensuite, vous avez des ressources issues de l'activité. Par exemple, le fait de ne pas payer ses fournisseurs. Les dettes fiscales et sociales, lorsqu'elles arrivent, ce sont des dettes qui ont des ressources qui ont un cycle de vie un peu plus court et qui sont généralement liées à l'activité. De la même manière, vous allez avoir des besoins qui sont liés à l'activité. Les stocks. Les stocks, il faut d'abord les acheter avant de pouvoir les transformer et de les vendre en produits finis. Les clients, c'est de la vente qui a été réalisée mais qui n'a pas encore été encaissée. Et dans le client, vous avez la couverture de vos charges et votre marge. D'accord? Donc, tant que vous ne l'avez pas encaissé, il faut bien que c'est vous qui faites le banquier pour votre client en réalité. Donc, si vous n'avez pas le cash, ça coince. Créance fiscale et sociale, parce que c'est la même logique. Vous pouvez à un moment donné être en attente d'argent. Et donc, toute créance que vous avez, c'est-à-dire tout l'argent que quelqu'un vous doit, constitue, dans notre vision économique, un besoin de cash. Vous devez apporter une solution de financement en face, sinon ça coince. Et puis enfin, le troisième grand bloc que l'on a en analyse financière, c'est la trésorerie avec une trésorerie positive et une trésorerie négative. Par exemple, le découvert bancaire est une trésorerie négative. Et comme je vous disais, un découvert bancaire, c'est une dette qu'on a vis-à-vis de la banque. Et toute dette constitue une ressource. C'est normal, on la retrouve à droite. D'accord? Alors, quand on a fait ces petits reclassements, en fait, on va sortir 3 agrégats qui sont essentiels, qui sont que les ressources stables, les fonds propres, plus les emprunts, moins les besoins stables, constituent ce qu'on appelle le fonds de roulement. Alors, fonds de roulement FRNG. FRNG, ce que l'appellation exacte, c'est fonds de roulement net global. On est intime, on va l'appeler fonds de roulement, ça ira bien. Le fonds de roulement, c'est tout simplement l'excédent de ressources stables par rapport aux besoins stables. C'est cet excédent d'argent que l'on a. L'orthodoxie financière veut que ce fonds de roulement permette de financer l'excédent de besoins liés à l'activité par rapport aux ressources issues d'activité. Et ce besoin, cet excédent, on l'appelle le besoin en fonds de roulement, besoin du fonds de roulement qui est là-haut. D'accord? Et la différence entre la trésorerie positive et la trésorerie négative, c'est ce qu'on appelle la trésorerie nette. L'idée de ce schéma-là, c'est d'arriver sur un équilibre qu'il faut connaître par cœur, mais qui est très simple, que j'ai appelé la règle d'or, qui est que le fonds de roulement moins le BFR égale la trésorerie. Et ça, c'est une loi, c'est une règle universelle pour toute entreprise. Fonds de roulement moins BFR égale trésorerie. C'est une formule qui n'est pas très compliquée à connaître par cœur. Et on peut en tirer 2 sous-formules, entre guillemets, en tout cas 2 conséquences. C'est que si mon fonds de roulement est supérieur à mon besoin en fonds de roulement, c'est ce que j'ai illustré avec mon petit dessin là-haut, j'ai une trésorerie qui est positive. À l'inverse, si j'ai un fonds de roulement qui est inférieur à mon BFR, j'ai une trésorerie négative. Quand on sait ça, on a compris l'essentiel du pilotage de l'entreprise, puisque pour avoir une trésorerie positive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer cet équilibre entre mon fonds de roulement et mon BFR. D'accord? Je prends parfois une image relativement simple, c'est lorsque vous achetez un véhicule. Vous avez besoin d'un fonds de roulement pour pouvoir mettre l'essence. Vous avez donc besoin de 2 catégories de cash. Un, celui qui va vous permettre de faire l'acquisition du véhicule, mais il va vous falloir aussi d'un petit peu moins de cash pour pouvoir permettre au véhicule de rouler. Il faut que vous achetiez une carte grise. Il va falloir que vous achetiez peut-être une vignette si vous roulez sur Paris pour pouvoir rentrer avec le pass anti-pollution. Il va vous falloir une assurance parce qu'il est interdit de rouler sans assurance. Et puis, il va falloir mettre de l'essence. Si vous ne mettez pas de carburant dans votre véhicule, c'est super, vous serez propriétaire d'un beau véhicule, mais il ne roulera pas. Eh bien, le fonds de roulement et le BFR, c'est exactement ce parallèle que vous pouvez faire. C'est que vous avez besoin de cash pour acheter, pour faire vos investissements, mais il vous faut aussi de l'argent pour faire tourner l'activité, pour financer les délais que vous accordez à vos clients,
pour financer le fait que vous achetiez des stocks de matières premières et que vous ne les revendez pas tout de suite, vous ne les transformez pas tout de suite. Tout ça demande du cash. Voilà. Ça m'amène du coup sur une remarque qui est qu'aujourd'hui, j'entends un peu moins, mais on entend encore, j'ai créé une entreprise avec 1 euro. OK. Juridiquement, c'est possible. Économiquement, c'est une aberration. Même dans mon activité, qui est une activité de conseil, vous n'avez pas besoin de grand-chose. On a besoin de plus qu'1 euro. Il faut acheter un ordinateur, vous avez besoin d'un téléphone portable, vous avez des frais de déplacement. Et en réalité, c'est le dirigeant qui finance le BFR. Mais si on était orthodoxe, il faudrait mettre tout de suite, faire des simulations, mettre tout de suite le BFR et le fonds de roulement, et on saurait le cash qu'il faut mettre sur la table pour créer son entreprise et qu'elle soit viable dès le départ. Voilà. C'était un petit aparté sur la création d'entreprise avec un capital à 1 euro. Alors, juste là pour synthétiser, donc, le fonds de roulement traduit la capacité de l'entreprise à financer son cycle d'exploitation. C'est ce que je vous disais, c'est l'excédent qui va permettre de financer le cycle lié au stock, essentiellement au stock fournisseurs et clients. Le BFR traduit le besoin de cash nécessaire pour faire tourner l'activité. C'est cette image entre le véhicule et l'essence. Le BFR, c'est le besoin de carburant pour avancer. Et la trésorerie, et ça c'est important, la trésorerie n'est que la résultante de l'équilibre qui s'établit entre fonds de roulement et BFR. D'accord? C'est la différence entre fonds de roulement et BFR. Ça, c'est hyper important. Alors, ce qui est intéressant quand on a dit ça, c'est de regarder comment cet équilibre évolue. Est-ce que j'ai une dégradation et une amélioration de mon fonds de roulement et de comprendre pourquoi. Et le BFR, comment il évolue. Notamment, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que le BFR, il a une partie de son comportement qui est mécanique, qui est en corrélation avec l'évolution du chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires il augmente de 10%, mécaniquement, votre BFR il va augmenter de 10%. Ça veut dire quoi? Quand on entend des entreprises qui disent « c'est super, je me développe, etc. » ou « j'ai des nouveaux marchés, ça va exploser », une de leurs faiblesses, c'est que très souvent, elles n'ont pas le fonds de roulement qui leur permettent de financer l'accroissement du besoin en fonds de roulement lié à cette augmentation d'activité. Ça, c'est un grand classique d'entreprise et c'est le schéma type des startups qui, généralement, alors il y a d'autres phénomènes, mais c'est un schéma type, c'est qu'ils lancent leur activité, ils ont financé les frais de recherche et développement, mais ils n'ont pas anticipé le BFR. C'est le cas typique de l'entreprise que j'accompagne actuellement, parce qu'ils se structurent d'une certaine manière et il faut que vous ayez le cash pour faire en sorte que ça tourne, sinon ça coince. Alors après, on a des solutions provisoires, mais il faut comprendre comment évoluent les choses pour à un moment donné mettre les bonnes solutions. Par exemple, vous avez un nouveau marché, vous savez que pendant 3-4 mois, vos simulations que vous avez fait avec votre expert comptable montrent que vous allez avoir des tensions de trésorerie, eh bien, vous allez voir votre banquier, vous dites, écoutez, voilà mes prévisions et je pense que je vais avoir une difficulté à ce moment-là, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Le banquier, en général, il le fait. Ce que le banquier n'aime pas, c'est qu'on le mette devant le fait accompli. Mais il n'est pas le seul. On est nombreux à ne pas aimer être mis devant le fait accompli. Donc, si vous travaillez avec votre expert comptable, avec vos conseils, vous allez voir votre banquier en disant, voilà, là, j'ai besoin d'une solution. En général, ça se passe plutôt bien. Si ça ne se passe pas bien, c'est qu'il faut changer de banquier. Il ne veut plus de vous. Ça arrive parfois, mais voilà. Et la comparaison de ces deux masses, avec aussi ce qui est intéressant, c'est une question, un point que je n'ai pas encore abordé, mais c'est de se comparer avec les standards du marché. Il y a des études qui existent dans certaines activités et on a les structurations financières des entreprises. Est-ce qu'on est dans le standard ou est-ce qu'on est mieux ou est-ce qu'on est moins bien? De la même manière, on peut faire ce qu'on appelle du benchmark, c'est-à-dire se comparer avec les indicateurs de ses principaux concurrents. Vous pouvez aller au greffe du tribunal de commerce, vous pouvez demander à voir les comptes de vos concurrents. Mais ils peuvent aussi demander vos comptes. Ce n'est pas impossible aujourd'hui. Donc, vous pouvez à un moment donné conduire des études là-dessus si vous ne l'avez pas. C'est aussi des études que l'on fait, par exemple, lorsqu'on fait des rapprochements d'entreprises, lorsqu'on fait des acquisitions. On va regarder la performance de l'entreprise cible par rapport à celle qui rachète. À condition qu'ils soient publiés. À condition qu'ils soient publiés. Mais s'ils ne le sont pas, vous pouvez aller pleurer auprès du greffe qui va faire une petite lettre de relance. Alors, maintenant, il y a des stratégies d'entreprise qui consistent à ne pas déposer. Exactement. Oui, tout à fait. Surtout que l'amende n'est pas très dissuasive. Il y a effectivement des entreprises qui ont érigé comme principe de ne jamais déposer leur compte et de payer les amendes parce qu'elles ne veulent pas justement que des concurrents aient accès à ce niveau d'analyse. D'accord? Mais vous avez parfaitement raison. Moi-même, à titre personnel, c'est arrivé par le passé d'avoir oublié, d'avoir zappé ce truc.
vous recevez un courrier Ouais. du greffe. Bon, c'est très longtemps après que vous le recevez. Hein. Tout à fait. Très longtemps après. Et généralement, c'est parce que quelqu'un a souhaité avoir les consulter. C'est rarement parce qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. D'accord ? Et vous avez raison, il faut que les comptes soient déposés, effectivement. Et ça dépend des greffes, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits aujourd'hui où on commence à être vigilant sur le sujet. Hein. Oui, alors, tu as parfaitement raison. En fait, ils ont mis des outils informatiques en place qui leur permettent effectivement de dégager un certain nombre d'indicateurs et d'alertes, comme le font les banquiers, enfin, comme le font beaucoup de professions. C'est un des points positifs, par exemple, du Covid, c'est qu'ils se sont hyper perfectionnés, ils ont hyper progressé sur tout ce qui est le numérique. Moi, j'ai déposé là récemment les comptes pour une demande d'ouverture de RJ uniquement en numérique. C'est juste exceptionnel. C'est vraiment très bien fait. Mais tu as raison. De toute façon, ça dépend du greffe, ça dépend vraiment d'une culture, ça dépend des personnes. Au sein même d'un greffe, hein, il y a des personnes qui vont être plus vigilantes, d'autres qui vont moins. Et sur Alençon, par exemple, ils sont plutôt pas mal. Sur l'Orne, ils sont plutôt pas mal. Ouais. Ouais, donc, sur Alençon, il y a quelques chefs d'entreprise qui ont eu la visite des gendarmes. C'est vrai ? Ah, ouais. Dépôt des comptes, ouais. Ah oui, ça, j'avais jamais vu ça. Mais c'est une infraction, hein, c'est une infraction. Alors, pour descendre assez rapidement, donc, le fonds de roulement résulte des apports consentis par les associés à travers le capital à l'origine, mais aussi dans leur stratégie de distribution, de non-distribution à travers des réserves. Et puis, c'est très fréquent dans les PME, les apports en compte courant pour, à un moment donné, combler, faire le joint, etc., etc. Vous avez aussi la rentabilité. Comme je vous le disais, le résultat, si vous faites une mauvaise rentabilité, le résultat étant dans les fonds propres, vous allez dégrader, on verra tout à l'heure dans un exemple que je vous ai prévu. Et des investissements. Donc, vous avez d'un côté les ressources. Vous pouvez avoir beaucoup de ressources, mais si vous dépensez plus, si vous investissez plus que les ressources stables que vous avez mis, vous dégradez votre fonds de roulement. Si vous investissez sans emprunter, par exemple, eh bien, vous allez avoir des besoins qui vont apparaître, vous allez consommer du cash sans avoir mis de ressources en face. Ce n'est pas une erreur, hein, ça dépend vraiment de… Si vous avez des fonds propres qui sont complètement pléthores, ce n'est pas gênant. La politique de financement des investissements, donc c'est ce que je vous disais, est-ce qu'on autofinance ou est-ce qu'on emprunte? Et puis vous avez les choix de distribution des actionnaires, c'est que le résultat c'est une chose, mais si vous faites un très bon résultat et que les actionnaires décident de distribuer la totalité, ce sont des ressources en moins pour l'entreprise. D'accord? Donc, tout ça font que ce fonds de roulement, il va évoluer d'une certaine manière en fonction de l'évolution de chacun de ces points-là. Le besoin en fonds de roulement, lui, résulte des éléments pilotables. Alors, moi, j'aime bien, quand je fais des études, je décompose toujours le BFR en deux catégories, qui sont le BFR pilotable et le BFR contraint. Les éléments pilotables, c'est parce que je considère qu'il y a des éléments constitutifs du besoin en fonds de roulement sur lesquels, en tant que dirigeant, on peut avoir des moyens d'action. C'est les stocks, ce sont les clients, ce sont les fournisseurs. On a très rapidement, il suffit de prendre des décisions. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, les clients qui ne vous payent pas, il suffit de se dire à un moment donné, je prends le téléphone, j'appelle, je fais en sorte je mets en place les actions. Et puis, il y a des éléments qui, eux, sont contraints, dans le sens où c'est difficile de gérer. Par exemple, salaire et charges sociales, c'est compliqué de dire, bon, j'ai besoin de cash, je vais faire traîner les salaires, je les paierai que dans 10 jours. On peut le faire, mais il faut assurer derrière. Les taxes, c'est pareil. On peut dire, je ne paye pas mes impôts, mais il faudra en assumer à un moment donné les conséquences. Donc, c'est ça que j'appelle les éléments contraints. Et c'est intéressant parce que quand on fait des simulations et quand on fait des prévisions, et qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a un élément du BFR sur lequel il faut absolument travailler pour aller mieux, on revient toujours sur les 3 éléments que j'ai listés, les stocks, les clients, les fournisseurs. Est-ce qu'on peut optimiser la gestion des stocks? Est-ce qu'on peut optimiser la gestion des approvisionnements? Est-ce qu'on peut réduire les délais clients? A contrario, est-ce qu'on peut, sans risque de cassure dans la relation avec les fournisseurs, tirer un petit peu plus sur les fournisseurs pour dégager des nouvelles ressources? Je vous rappelle, toutes les dettes constituent des ressources. Donc, les dettes fournisseurs constituent des ressources. Voilà, tout simplement. Alors, là, je vous ai pris un exemple. Alors, on ne va pas s'attarder sur les chiffres, mais c'est un cas concret. C'est un vrai cas que j'ai vécu d'une entreprise qui, voilà son bilan, grosso modo, son actif et son passif. Si on regarde déjà vite fait, on s'aperçoit qu'on a des pertes cumulées qui sont extrêmement importantes. On a un capital et des primes, vous voyez, quand même des capitaux. Vous voyez ma flèche, là, quand je bouge comme ça?
Très bien. Donc, vous voyez ici, on a quand même des fonds qui sont extrêmement importants, mais on a aussi ça qui n'est pas terrible. Donc, sans faire l'addition, on voit déjà qu'on est a priori dans le rouge. On a des dettes ici, etc. Et on voit qu'il y a une forte variabilité. Si vous regardez ici le poste client, vous voyez qu'on a aussi une variabilité. On n'a pas de stock. Et voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire, voilà, grosso modo, une représentation type d'un bilan qu'on pourrait avoir dans les comptes annuels. Et les chiffres sont véridiques. Hein. C'est un petit peu arrangé pour le besoin, mais globalement, ils sont véridiques. Si je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure et j'ai repris le code couleur de tout à l'heure, si on regroupe les éléments qui sont constitutifs du fonds de roulement, ici en bleu clair et là-haut les IMO, si je mets les éléments ici qui sont liés au BFR, donc en une sorte de jaune un peu plus foncé, et puis ici des éléments bleus qui sont mes fournisseurs, mes dettes fiscales, etc. Et enfin ma trésorerie qui est en vert et ma trésorerie négative en rouge, je vais obtenir une représentation. Donc, fonds de roulement, vous voyez, ressources stables, toc, 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 les investissements, toc, toc, toc. Je vois mon fonds de roulement. Vous voyez qu'il yoyote. Hein, et là, il est très négatif. Là, il reste négatif. Il s'améliore, mais il reste négatif. Mes besoins, et vous voyez que là, j'ai un besoin dans le fonds de roulement. C'est pour ça que je voulais montrer ce cas-là. Il est négatif. C'est-à-dire que je n'ai pas de besoin, j'ai un excédent. Et j'ai une trésorerie, d'accord, positive. Alors là, je vous disais tout à l'heure que l'orthodoxie voulait que le fonds de roulement couvre les investissements et permette de financer le BFR. Là, on est exactement dans la situation inverse. Mais on est dans un schéma assez typique des entreprises défaillantes. C'est qu'en fait, on a une insuffisance de fonds de roulement et on finance par de la dette. Dans les ressources d'exploitation, vous voyez qu'on compense ici, ce qui nous permet d'avoir une trésorerie positive. D'accord? Alors, il y a certaines activités où c'est structurellement comme ça, mais c'est assez rare. C'est essentiellement les entreprises, les activités dans lesquelles on encaisse comptant les comptes clients et on paye à crédit. Par exemple, la grande distribution. Grande distribution, ils font de la trésorerie sur le dos des fournisseurs, mais ils encaissent quasiment tout comptant. Les comptes clients chez eux sont assez faibles, ne sont pas représentatifs. D'accord? Ça, ce sont des cas d'espèce, mais voilà. Mais en règle générale, sur une entreprise dite traditionnelle, sur une activité normale, traditionnelle, ce schéma-là est plutôt représentatif d'une entreprise qui ne va pas bien. Pour autant, dans le cas que je vous montre, elle a de la trésorerie positive. Elle a même de la belle trésorerie, puisqu'elle a 500 000 de disponibilité. Alors, en fait, c'est parce que je ne vous ai pas tout dit. Je vais vous montrer un petit peu la réalité des choses, c'est qu'en fait, elle a ce qu'on appelle du financement de besoins en fonds de roulement, elle fait du facto, d'accord? Donc, en réalité, la présentation que l'on a, c'est que les comptes clients sont diminués, donc les besoins qui sont en haut sont diminués, et la trésorerie, en réalité, si on regarde bien, donc je voyais que j'ai rajouté la ligne de découvert de financement, et je l'ai rajouté dans le BFR, c'est-à-dire que la réalité économique de l'entreprise, c'est qu'en fait, j'ai besoin, d'ailleurs, il y a une petite faute de financement du poste client, c'est 650 000, qui se traduit par du découvert, le financement, le facto, etc. Ça finance, c'est un même outil de financement que le découvert. Et en réalité, ma trésorerie au sens économique du terme, elle est négative. Ce n'est pas pour rien que l'entreprise aujourd'hui, elle est en RJ. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était une petite illustration pour vous montrer, vous voyez, ce schéma de décomptes annuels, je regroupe un certain nombre de masses. En réalité, il y a des quelques retraitements qui peuvent être faits, mais c'est essentiellement ça. Et on arrive à cet équilibre qui va donner un sens économique à la représentation qu'on a du bilan et du compte de résultat. Ouais, je pense que ça, c'est important Oui. Parce que tout à l'heure, bon, comme tu disais que c'était bien d'avoir de la dette parce que se financer, c'était une ressource. Néanmoins, il faut avoir la capacité d'assurer les échéances. Exactement. Exactement. Et on revient toujours sur cet équilibre entre le fonds de roulement et le BFR. Il faut vraiment piloter cet équilibre de manière à ce qu'on ait cette trésorerie économique, en fait, qui, elle, reste positive. Et les découverts et les financements de type facto ne sont que des outils que l'on met en place pour assurer quelque chose. Mais là, c'était devenu structurel dans cette entreprise puisqu'ils avaient du facto depuis de nombreuses années. Mais le facto coûte plus cher, moins cher que le découvert, mais c'est aussi un outil qui coûte relativement cher. Donc, il doit être perçu plutôt comme un outil de transition qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça ne doit pas être un outil structurant ad vitam aeternam. Ce qui est structurant de mon point de vue, ce qui est structurant, c'est les fonds propres, c'est ce qui sécurise l'entreprise. Puis il y a d'autres messages qui sont véhiculés à travers les fonds propres, mais voilà. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit cet équilibre entre fonds de roulement moins BFR égale ma trésorerie. Et si je veux avoir une trésorerie positive, il faut absolument que j'ai un fonds de roulement qui couvre le BFR. Et quand je parle de trésorerie positive, ça ne veut pas dire avoir des comptes bancaires positifs. C'est la trésorerie telle que je vous la définis ici, qui est la résultante du fonds de roulement et du BFR. Parce qu'après, il y a des artifices qui font qu'on peut avoir en facial
une trésorerie qui est positive, des disponibilités, des comptes bancaires qui sont opulents. C'était le cas, 500 000 euros. La réalité économique, c'est qu'on est en déficit de cash au sens économique. Et de manière récurrente, puis ça fait au moins 3 ans que c'est comme ça. D'accord? Alors, les ratios, je vous en ai pris un relativement simple. Rapport, donc, un ratio, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport entre un niveau d'activité et une marge réalisée exprimée en pourcentage de l'activité. Je vous disais tout à l'heure, on va distinguer dans les marges commerciales et les marges liées à la production, donc la marge matière. Mais le raisonnement est toujours le même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces raisonnements de ratio, notamment de marge, on peut être amené, notamment lorsqu'on veut faire des projections et des simulations, pour affiner et être plus pertinent, ça va être de distinguer éventuellement des segments de marché clients, par exemple, le B2B, les clients B2B, les clients B2C, qui ont souvent des structures de rentabilité différentes. Je suis une entreprise de bâtiment. Généralement, on n'a pas la même rentabilité sur des chantiers en B2B et pas la même rentabilité sur les entreprises en B2C, c'est-à-dire directement sur le particulier. En revanche, il y a une structuration financière qui est différente puisque les entreprises, quand on est en B2B, on va avoir peut-être des besoins de financement un peu plus importants parce que les délais de paiement sont un peu plus longs. A contrario, en B2C, on est parfois fondé à demander un acompte, etc. Voilà, donc, il y a des marges qui sont différentes, mais il y a aussi des implications financières. On peut le faire aussi par typologie de produit ou de service pour, à un moment donné, affiner ses prévisions. Et puis, comme tout à l'heure, la logique que je vous disais, c'est comparer avec le marché et les autres acteurs du marché. C'est-à-dire comment je me positionne sur une moyenne nationale, sur une moyenne locale. Je suis entreprise du bâtiment à Alençon. Est-ce que je me positionne bien ou moins bien que mes principaux concurrents sur la région? Parce que le niveau national, c'est un peu édulcoré, il y a plus d'acteurs et ça reste que des moyennes. Et l'évolution dans le temps, ça ce qui est important parce qu'on n'a pas toujours accès aux données du marché. Mais ce qui est important déjà dans l'entreprise, c'est de voir comment on évolue dans le temps. Est-ce qu'on améliore ou au contraire, on se dégrade? Et puis ensuite, ce taux de marge, il peut être utilisé pour modéliser les prévisions d'exploitation qu'on pourrait être amené à faire pour un plan de financement ou n'importe quoi. Alors, un exemple, donc marge commerciale, c'est les ventes de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues. D'accord? Et le taux de marge, c'est tout simplement cette marge commerciale divisée par les ventes de marchandises, multipliée par 100 pour l'avoir en pourcentage. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Sur la marge matière, c'est exactement la même chose. C'est la production de la période moins les coûts d'achat des matières consommées. Taux de marge matière, c'est la marge matière sur la production d'exercice multipliée par 100 pour l'avoir en pourcentage. Alors là, je vous ai pris un petit exemple. Donc, vous voyez, j'ai tout simplement aligné les ventes de marchandises. Alors, je me suis amusé ici, je vous ai mis ce qu'il y a dans la liasse fiscale. C'est la référence des lignes qui est dans la liasse fiscale. Donc, j'ai les ventes de marchandises, j'ai mes achats de marchandises. De ces achats de marchandises, je vais intégrer la variation des stocks, c'est-à-dire ce sont les marchandises que j'ai achetées, mais que je n'ai pas vendues. Pour avoir le prix d'achat des marchandises vendues, il faut que je prenne la totalité de ce que j'ai acheté sur ma période et que je pondère de ce que j'ai stocké ou déstocké. J'obtiens un coût d'achat des marchandises vendues de 210 000, ma marge 250 moins 210, 40. 40 rapporté sur 250, ça me fait une marge de 16%. Voilà. Donc, on peut s'amuser comme ça, regarder sur plusieurs années. Alors là, j'ai fait sur 3 ans. Moi, je l'aime bien l'avoir sur 5 ans parce que sur 3 ans, il est compliqué, notamment quand on a des fortes variations, de savoir quelle est la valeur de référence. Est-ce que c'est ma valeur haute, ma valeur basse qui est le standard ou ce sont les autres qui encadrent? Sur 5 ans, c'est l'idéal. Quand on est sur un historique, c'est bien sur 5 ans. Donc, ce que ça nous indique, le taux de marge, c'est la capacité de l'entreprise à répercuter les variations de ses coûts d'achat. Et ça dépend des secteurs d'activité. Vous avez des secteurs d'activité où les coûts d'achat ne sont pas très variables et on n'a pas trop de difficultés. Et puis, on voit bien aujourd'hui sur les matériaux, les matières premières, c'est un souci en ce moment au niveau mondial. Et une grosse difficulté, c'est la rapidité de l'évolution de mes prix d'achat et ma capacité à le répercuter en bout de ligne. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je discute pas mal avec des gens du bâtiment. Vous avez des devis aujourd'hui qui ont des durées de validité inférieures à 15 jours parce que les matières premières évoluent tellement vite qu'en 15 jours, l'entreprise peut déjà savoir que sur son devis de départ, elle est plus rentable parce que les matériaux ont énormément augmenté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais voilà.
Et puis, traduit sa capacité aussi à négocier ses prix d'achat. Donc, il y a le côté je subis, j'ai des hausses de matière, je peux pas faire autrement et comment je le répercute. Mais j'ai aussi, moi, un levier d'action qui est de celui de négocier un peu plus. Alors, c'est mes acheteurs, c'est les volumes que j'achète. Je peux négocier des remises parce que je vais avoir des gros volumes, etc. Et ça rentre dans la réflexion et dans la stratégie qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que selon les secteurs d'activité, on a une volatilité très forte du prix des matières et qui peuvent impacter aussi le prix d'achat des marchandises. Puisqu'à un moment donné, ces marchandises, il a probablement fallu les fabriquer et que les coûts d'achat des matières premières vont impacter in fine le prix d'achat des marchandises. Taux de marge matière, c'est le même raisonnement. Alors, là, on fait un petit focus, c'est ce qu'on appelle la production d'exercice. C'est 3 choses. C'est les productions vendues de biens, c'est ce qui a été vendu. Vous avez la production stockée, c'est-à-dire ce que l'on a fabriqué mais que l'on n'a pas encore vendu. Mais puisqu'on l'a fabriqué, on a quand même consommé des matières. Et puis, vous avez la production immobilisée. C'est la production qui est réalisée pour l'entreprise pour son propre compte. Par exemple, je suis une entreprise du BTP. J'ai besoin de construire un entrepôt pour stocker des matières premières. Je ne vais pas demander à une autre entreprise du BTP de le faire. J'ai les compétences, j'ai les personnes, donc ça s'appelle la production immobilisée. Et puis ensuite, on a les achats de matières premières, la variation des stocks de matières. J'obtiens le coût d'achat matière consommée. Donc, production d'exercice, mon coût d'achat matière consommée me donne ma marge commerciale que je rapporte à ma production d'exercice et j'obtiens un taux. D'ailleurs, ce n'est pas marge commerciale, c'est ma marge matière. Petite erreur, enfin que je corrige. La marge matière. OK ? On traduit aussi la capacité d'entreprise à répercuter ses coûts. Négocier, on est toujours la même chose. Et traduit la performance de l'appareil de production. C'est que lorsque j'ai dans un processus de transformation, j'ai des machines, plus l'appareil est vieillissant et généralement plus j'ai de déchets. Et vous avez des activités aussi où moi je travaillais longtemps dans le verre, par exemple, vous avez des personnes qui sont payées à optimiser la découpe des plaques de verre pour avoir le minimum de déchets. Et lorsque j'étais, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais lorsque j'y travaillais, on n'avait pas trouvé de système informatique plus performant que le cerveau humain. Les outils informatiques permettaient de faire des propositions, mais qui n'étaient pas optimum. Et les spécialistes, les personnes qu'on avait sur ces postes-là, avaient la capacité de faire encore mieux que les machines. Et la rentabilité d'entreprise, elle est aussi liée à cette capacité à limiter ses déchets. C'est le cas dans le verre, c'est le cas dans l'imprimerie, par exemple, avec ce qu'on appelle l'agache. Une grosse partie de la rentabilité d'entreprise du bâtiment, de l'imprimerie, de l'impression, se font sur leur capacité à régler plus ou moins rapidement leurs machines et à très vite mettre au point les tirages. Je confirme. C'est bien ça s'appelle toujours la gâche. Tout à fait. Voilà. Et une partie de la rentabilité se fait là-dessus. Tout à fait. Pas que, mais bien sûr. C'est un élément important. Et donc, ça traduit aussi le savoir-faire d'optimisation des opérateurs, c'est ce que j'évoquais. Et puis, bon, voilà, la plus ou moins forte volatilité sont les activités plus ou moins sensibles, notamment sur certaines matières premières comme les métaux, le café, on a eu une époque, les cafés, les choses comme ça. D'accord ? Alors, il y en a un qui choque toujours. Moi, il y a un taux que j'aime bien, c'est le taux de résultat net. C'est souvent donc c'est le résultat net sur le chiffre d'affaires multiplié par 100. Alors, c'est souvent un ratio qui est mis de côté, qui n'est pas forcément évoqué. Moi, je l'aime bien. Pourquoi ? Parce que je vous disais tout à l'heure, il est assez facile à calculer sur un point de table. On prend la dernière ligne, on prend la première ligne et puis on les rapporte. Et moi, j'ai un raisonnement qui est un peu terrien, on va dire, mais qui est pragmatique, et de dire, voilà, si moi, mon chiffre d'affaires, il augmente de 15%, ça induit généralement des efforts personnels, j'attends à minima que mon résultat net, il augmente de 15%. Ma réaction derrière, c'est de me dire, à quoi bon tous ces efforts si finalement, proportionnellement, je gagne moins ? Alors bon, ça se relativise. Après, si je perds 0,10 points, mais que ça me fait gagner 2 millions, voilà, ça se relativise aussi avec les valeurs absolues. Mais je l'aime bien parce qu'il est facile à calculer et il est parlant. Quand vous êtes à table avec un chef d'entreprise, voilà, vous lui dites, écoute, voilà, tu travailles plus tard, tu fais des nuits sombres. Moi, j'ai un de mes amis qui est prothésiste dentaire. Il n'en peut plus là depuis plusieurs mois, il n'en peut plus. Il dort 3 heures par nuit. Et je lui dis toujours à la fin, je dis, c'est bien, mais
au moins, est-ce que tu gagnes de l'argent? Ou est-ce que tu ne gagnerais pas autant ou légèrement moins, mais avec un peu plus de confort? Parce qu'on a deux paramètres humains qui ne sont pas maîtrisables. C'est le temps. On n'a que 24 heures. Et ça, c'est vraiment un paramètre qu'on ne peut pas étendre. On a 24 heures. Et puis après, on a notre résistance personnelle, physique, psychologique. Et j'ai plein d'exemples de gens qui pètent un câble à un moment donné parce que voilà, il y a trop de boulot, il y a trop de pression, etc., etc. Très souvent, on s'aperçoit que les gens qui sont comme ça sous pression, en fait, l'entreprise va se dégrader progressivement parce qu'elles ont moins de temps pour suivre, moins de temps pour contrôler leur marge, pour s'assurer, pour négocier leur prix d'achat, des fois, ils font plus d'erreurs, donc du coup, il y a un peu plus de gâchis pour le coup et un peu plus de déchets. Et puis, on suit moins ses clients. On est moins proche de ses clients alors qu'on consacre moins de temps, on négocie moins bien avec eux, on est moins à l'écoute de leurs besoins, et puis on ne suit pas les encaissements. Et donc, eh bien, là où ils nous payaient en 30 jours, ils mettent 45 jours. Alors, dit comme ça ne peut pas être très impressionnant, mais quand on met le cash que ça représente en face, sur tout un ensemble de clients, ça peut commencer à chiffrer. Et c'est comme ça que les problèmes de l'entreprise peuvent apparaître. Et c'est souvent le cas dans les PME parce que les dirigeants ont du mal aujourd'hui en France, c'est moins vrai dans les pays anglo-saxons, à se faire accompagner assez rapidement par des conseils, des experts comptables, et ça peut être des notaires, ça peut être les avocats, et tous pour des raisons d'honoraires, très, très souvent, mais l'argent qu'ils ne mettent pas dans les honoraires, ils le perdent in fine. Parce que ça coûte cher de rattraper. C'est toujours l'ambiguïté entre le curatif et le préventif. Le préventif coûte toujours moins cher que le curatif. Et ça, les anglo-saxons le pratiquent très bien. Il est fréquent dans les boîtes américaines d'avoir des patrons, des cadres, et pas que dans des grosses boîtes, d'avoir des coachs. Parce que cette vision consiste à dire on ne peut pas humainement tout gérer à un moment donné, ça dépasse nos capacités. D'accord? Donc, aussi, quelle évolution en comparaison de l'évolution du chiffre d'affaires? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si mon chiffre d'affaires il augmente de 15%, est-ce que je le retrouve à la fin ou finalement j'ai de la déperdition? Et est-ce que ça a du sens? La course au chiffre d'affaires, qui est une culture très, très française aussi, de considérer que la performance de l'entreprise, c'est son chiffre d'affaires, moi pas. Je préfère une entreprise qui fait moins de chiffre d'affaires, mais qui a une meilleure rentabilité, qui donne du confort à ses salariés, dont le dirigeant est épanoui, qu'une entreprise qui fait 2 fois plus de chiffre d'affaires, mais comparativement va gagner moins d'argent, avec des gens qui sont malheureux en interne, qui ne sont pas à l'aise. Voilà. C'est une philosophie. Voilà. Son évolution est-elle cohérente au regard des efforts fournis? Moi, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important. Et je trouve qu'il est intéressant d'avoir ce débat avec ses conseils au moins une fois par an, au moment de la réalisation des comptes annuels, de l'approbation des comptes, de se projeter, de dire comment j'imagine mon entreprise dans 5 ans, d'avoir une sorte de ligne directrice, mais aussi, est-ce qu'aujourd'hui, ce vers quoi on tend, est-ce que ça a du sens? Moi, j'ai entendu, je me souviens une fois, un porteur de projet qui disait mon objectif, c'est d'être, dans 10 ans, d'être une entreprise, de faire une introduction en bourse et d'être coté. Et un peu plus loin, il disait dans son mémoire, je souhaite que mon entreprise soit une entreprise à dimension humaine. Je lui dis, à un moment donné, tu risques d'avoir un point de conflit. Peut-être que tu réussiras, mais les exemples que je connais, c'est non, c'est à un moment donné, quand on atteint une certaine taille, la dimension humaine, elle tend à disparaître. Et je lui ai dit, la vraie question qu'il faut que tu poses, c'est quoi? Est-ce que tu privilégies plutôt la dimension humaine ou est-ce que tu vas privilégier plutôt la cotation en bourse? Il n'y a pas de bon choix. Mais il y a un moment donné, il faut être cohérent et que la stratégie que l'on met en place, elle corresponde à l'objectif qu'on veut atteindre. Et c'est à ça que nous aident ces analyses. Alors, quand je dis attention à la position où il y a des éléments exceptionnels, à ce niveau-là, il faut faire attention, c'est que le résultat net, parfois, il est un peu truqué, il est un peu tronqué par des éléments exceptionnels qui pèsent lourd. Pas toujours, mais dans ces cas-là, il faut neutraliser les éléments exceptionnels. On voit parfois des entreprises qui ont un résultat net positif, puis quand vous enlevez des éléments d'actifs qui ont été vendus, des ventes d'éléments d'actifs, vous avez un résultat qui en réalité est négatif. Donc, il faut faire attention à ce type de pollution. Si je reviens sur les éléments dont on parlait tout à l'heure, sur les agrégats, moi, il y en a 2 que j'aime bien aussi parce qu'on peut les calculer facilement sur un point de table, c'est le BE et la CAF. Alors, c'est surtout la CAF, mais dans les PME, très souvent, le BE et la CAF sont très proches. Le delta qui est entre les deux n'est pas très important. Le BE, donc je vous disais tout à l'heure, il traduit la richesse créée par l'entreprise et qui, à la fin, va rester à disposition de l'entreprise. Une fois qu'on a rémunéré les salariés, qu'on a payé l'État. Le BE, donc le point de départ du cash, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la CAF traduit la capacité à financer ses investissements par elle-même, à partir des ressources générées par l'activité. Et pour un banquier,
cette CAF, ça se traduit par la capacité à rembourser des emprunts. Donc, c'est pour ça que c'est un agrégat que j'aime bien, parce que quand on est sur des prévisions, des simulations, ou en tout cas des projets, il y a une question souvent qui est de savoir combien je peux emprunter. Alors, on a des schémas très simples. Ce n'est pas une vérité absolue. Ça dépend des banques, ça dépend de plein de choses, ça dépend de votre secteur d'activité. Mais globalement, par exemple, si vous êtes dans le service ou dans des activités qui ne sont pas des activités très fortement industrialisées, très souvent, on va considérer que votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire l'ordre de grandeur qui serait acceptable par un banquier sans trop de prise de risque dans leur schéma à eux, c'est 3 années de CAF. Voilà. Donc, si vous avez une CAF de 100 000 euros, vous pouvez vous dire que, a priori, les banquiers seraient prêts potentiellement à vous accompagner à hauteur de 300 000 euros, 3 fois 100. Bien entendu, ça, c'est une capacité d'emprunt globale. Donc, il faut déduire de cette capacité d'emprunt ce qui a déjà été emprunté, c'est-à-dire ce qui figure déjà dans vos dettes. Ce sont des ordres de grandeur. Mais quand on est à discuter comme ça, déjà, des fois, il y a des portes qui se ferment. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est complètement fermé, mais ça limite quand même le champ des possibles. Et la CAF est facile à calculer à partir du résultat net. Donc, très souvent, quand on vous le montre, on part du chiffre d'affaires, on descend pour arriver à la CAF. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en fait, on peut le faire à l'inverse. Et quand on a juste une IAS fiscale, on prend le résultat net, on rajoute les charges exceptionnelles, on enlève les produits exceptionnels, donc on neutralise les éléments exceptionnels. On fait la même chose pour les dotations aux amortissements de provisions. On fait la même chose pour les reprises de provisions pour ce que j'ai charges. Et tout ça, ça nous donne la capacité d'autofinancement, qu'on appelle la CAF. Vous enlevez les éléments financiers et vous obtenez le BE. Et très souvent, en fait, cette ligne-là, charge financière, produits financiers, n'est pas démentielle sur une PME. Donc, finalement, entre la CAF et le BE, en ordre de grandeur, on est très proche. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur l'aspect rentabilité transformée en cash. C'est facile à calculer en partant du bas quand on est sur un coin de table pour commencer à discuter, à échanger. D'accord ? Et ça, tous les experts comptables savent le faire. Tu me confirmes, Georges? Oui, oui, tout à fait. C'était pour taquiner. Alors, non, mais, oui. Ouais, puis, il y a aussi des termes anglo-saxons aujourd'hui qui sont utilisés. Ah, ouais. Alors, tu as remarqué que j'ai évité d'en utiliser. Hein. Oui, je suis surpris. Et moi, j'apprécie, moi. Ah, je suis un peu chauvin. On a une belle langue. Ma femme est irlandaise, donc j'ai l'habitude de l'anglais. Et on parle couramment les deux langues. Mais sur ce genre de choses, on a des termes. Alors, c'est vrai que les termes anglo-saxons sont plus imagés, mais restons français, on peut parler. Et si après, il y a besoin de faire des relations entre le CAF, le cash flow, le BE et l'EBITDA, c'est pas très compliqué. Donc, l'analyse d'écart, alors moi, c'est une des techniques dont je raffole, qui consiste à essayer de comprendre comment des agrégats évoluent, en essayant d'analyser des composantes. Et généralement, il y a 2 composantes essentielles, c'est le volume et le prix. Alors, ça peut être d'autres choses, mais l'idée, elle est toujours là. Si je prends par exemple un chiffre d'affaires, en réalité, un chiffre d'affaires, c'est des quantités vendues multipliées par un prix. D'accord ? Alors, avec plein de quantités différentes, avec plein de prix différents, mais c'est ça le principe. Et ce qui est intéressant de savoir, quand mon chiffre d'affaires il augmente de 10%, est-ce qu'il augmente de 10% parce que j'ai vendu 10% de plus, ou est-ce que parce que mes prix ont augmenté, j'ai vendu 10% plus cher? La vérité, elle est souvent un petit peu un mix des deux, mais ce qui est intéressant de comprendre quand on fait des comparaisons dans le temps, c'est de voir comment ces évolutions se traduisent et quel est l'impact soit du volume, soit l'impact du prix. Et on a le même raisonnement sur les éléments du BFR, notamment sur les comptes clients et les comptes fournisseurs et les stocks. C'est de voir, lorsque mon besoin il augmente, est-ce que c'est lié au volume, donc à l'activité, ou est-ce que c'est lié au délai? Et ça, c'est très intéressant parce que quand on le fait, je ne crois pas avoir prévu d'exemple parce que c'est un peu plus complexe et on n'avait pas trop de temps, mais quand on dit j'accorde en moyenne 2 jours de plus à mes clients, dit comme ça, 2 jours, allez, quand on met en face ce que ça représente en besoin de cash supplémentaire, parfois ça pique. Et ça amène à retravailler, à refixer des objectifs, d'essayer de diminuer de 2 jours. Quand on a des problématiques dans des tensions de trésorerie, gagner 2 jours sur les délais clients, c'est parfois très significatif en termes de cash. Et il y a des techniques qui ne sont pas agressives vis-à-vis du client, c'est par exemple tout simplement accélérer les process administratifs. Parce que lorsqu'on produit une prestation de service, par exemple, en début de mois et qu'on la facture à la fin du mois, on a accordé
mécaniquement un délai au client qui va s'ajouter à celui. Donc, des fois, en réduisant simplement ce délai administratif de traitement d'émission de la facturation, on va gagner un petit peu de délai. C'est très important. Donc, c'est logique d'analyse d'écart, on peut utiliser sur des éléments du résultat, donc par exemple sur le chiffre d'affaires, sur le BE, sur des choses comme ça, ou sur les éléments pilotables du BFR, c'est ce que je vous expliquais, stock, client et fournisseur. Je vous ai fait un petit exemple très rapide sur la marge commerciale que vous avez vu tout à l'heure. Je vais faire très simplement, mais vous avez compris que j'ai fait ça sous Excel et que c'est des calculs qu'on peut très simplement automatiser à un moment donné pour se faire un petit tableau de bord et aller du coup directement sur l'essentiel. Ici, dans le calcul qu'on avait fait, on avait fait ça, j'ai tiré ici des écarts. D'accord ? Par exemple, mon chiffre d'affaires, il a diminué de 50 000. Et quand mon chiffre d'affaires diminue de 50 000, ma marge, elle a diminué de 42 500. Ce qui fait que finalement, j'ai une variation de ma marge de 7 500. J'ai fait les calculs. Alors, j'ai calculé, c'est des formules, c'est un produit en croix, hein, c'est très simple. Ce calcul ici m'explique comment les 7 500 se font. En réalité, c'est presque 8 000 euros de perte de marge à cause de la baisse d'activité, à cause de mes 50 000 ici. Et on voit que le fait que mon taux de marge soit passé de 15,83 à 16 est légèrement augmenté, ça pondère de 500. Il y a un effet cumulatif de ces deux écarts, qui est de 83, mais on voit ici que l'essentiel de la baisse de ma marge, c'est lié à ma baisse d'activité. D'accord ? Voilà. C'est juste pour vous illustrer, mais c'est un outil que je trouve, moi, très intéressant, notamment sur les éléments du BFR, et c'est intéressant d'engager une discussion, si vous pouvez, avec vos experts comptables en fin d'année, pour voir si, d'une année sur l'autre, par rapport à l'année présente, vous êtes mieux, vous êtes moins bien, et ça peut amener des réflexions. Alors, si on fait ça tous les mois à travers un reporting, c'est exceptionnel. C'est un vrai outil de pilotage à ce moment-là, et vous pouvez réagir beaucoup plus vite. Voilà. J'étais un peu long, là, je pense que j'ai largement dépassé les 20 minutes. Ouais, alors pour être foncé, on est un peu short in time. Ouais. Alors, mais vas-y, c'est intéressant. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur la deuxième partie. C'est enregistré de toute façon, donc ceux qui doivent partir partent. Mais c'est passionnant, donc vas-y, prends le temps et ceux qui doivent partir, partez. Enfin non, restez. Mais voilà, ça sera enregistré, sachez-le, pas de remords. Alors, stratégie de présentation, c'est sûrement une expression un petit peu accrocheuse, un petit peu vendeuse. L'idée, c'était de dire il y a des réflexions qu'on peut avoir en amont, avant l'arrêté des comptes, évidemment avec vos conseils, pour améliorer la visibilité ou la lisibilité des comptes annuels et faire éventuellement passer des messages qu'on voudrait faire. Donc, lisibilité, voilà, toc, je passe vite du coup. Par exemple, préparer une session ou l'entrée au capital. Souvent, on dit il faut habiller la mariée, il faut la rendre jolie. Les options qu'on va prendre pour ça ne vont pas être tout à fait les mêmes que celles qu'on va faire pour une transmission, par exemple. Voilà. On peut vouloir, on sait qu'on va avoir des investissements, on a besoin de séduire le banquier, en tout cas de lui donner envie de nous accompagner. On va peut-être avoir des approches un petit peu différentes. On peut aussi convaincre des fournisseurs. Vous avez des fournisseurs ou des clients d'ailleurs qui, pour s'engager à travailler avec vous, vont d'abord passer par des analyses. Et par exemple, il est fréquent de voir des entreprises qui ne vous retiennent pas parce que vous avez un capital qui est trop faible. Quelque chose que je n'ai jamais bien compris, mais c'est des automatismes, c'est des automatismes culturels qui existent aujourd'hui. Parce que le capital, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est le fonds de roulement BFR qui ont du sens, mais le capital en lui-même, voilà. Mais ça reste quelque chose. Par exemple, un banquier va avoir aussi une approche qui consiste à dire je ne vais pas faire plus d'efforts que les associés. Donc, certains vont raisonner en disant quand l'associé a mis 1 en capital ou en réserve, je ne vais pas aller au-delà de 1. Donc, du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a peut-être intérêt à figer les réserves ou à transformer les réserves en capital. Si vous posez votre question à votre banquier, est-ce que ça a du sens pour vous que j'incorpore mes réserves dans mon capital ? Il va être heureux, en règle générale. D'accord ? Alors, il y a un sujet que moi j'aime bien et qui n'est pas souvent évoqué, c'est le changement de date de clôture. Vous avez une contrainte qui est celle d'avoir un exercice de 12 mois, consécutif bien entendu. Mais vous n'avez pas l'obligation d'être en phase avec l'exercice civil, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez parfaitement le décaler. Et ce sont des réflexions qu'il faut avoir. Alors, ce n'est pas tous les ans qu'on a ce type de réflexion, mais de temps en temps,
par rapport aux spécificités de votre activité. Par exemple, vous avez des activités qui ont des saisonnalités extrêmement marquées. J'ai travaillé, par exemple, pendant longtemps pour un grand bijoutier parisien et ils ont un stock extrêmement important. Et puis, ils avaient à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ils avaient leur chiffre d'affaires qui était essentiellement fait sur les mois de décembre, au moment des fêtes. Donc, ils vivaient du 1er janvier au 30 novembre, avec un résultat qui était relativement faible, qui était assez flat, et puis surtout avec l'angoisse de se dire, pourvu que je ne rate pas le mois de décembre. Donc, vous avez votre dernier mois de l'année, qui est celui qui fait le plus de chiffre d'affaires. Ce qui fait que si vous plantez votre mois de décembre, ben vous avez planté votre année. Que si vous avez une date de clôture qui fait que les périodes où vous avez une très forte activité, c'est-à-dire que c'est là où vous dégagez votre résultat, est en début d'exercice fiscal, ça vous permet, en cas de contre-performance sur le moment, par exemple, si vous clôturez, imaginons au 30 septembre, eh bien, vous avez votre mois de décembre qui est dans le premier trimestre de votre exercice. Si vous vous êtes planté, il vous reste encore 3 trimestres pour essayer de redresser la situation en faisant du déstockage, de la promo, etc., etc. Donc, ça vous donne une liberté d'action un peu plus forte en cas de contre-performance. Vous avez une autre approche aussi qui est le niveau des stocks. Vous avez des activités où les stocks sont plus forts. Voilà. Et donc, il est intéressant, dans certains cas, d'avoir la date de clôture qui soit un moment où les stocks sont les plus faibles, parce que c'est moins compliqué pour les travaux d'inventaire, ça va plus vite, on a besoin peut-être de moins fermer longtemps, et puis le risque d'erreur est moindre, puisqu'on a moins de choses à compter. Il y a aussi, oui, dans l'équilibre fonds de roulement BFR, il y a des moments aussi, vous avez par exemple, moi j'ai connu ça, quelqu'un qui travaillait avec l'administration française, et qui travaillait notamment pour l'éducation, et tous les ans, pendant la période d'été, il avait une grosse facturation, parce qu'il vendait du mobilier. Donc, c'était le moment où il y avait tous les renouvellements. Donc, il avait une grosse facture qui apparaissait pendant l'été et qui mettait à l'époque 4 ou 5 mois pour être payé. Ce qui faisait que quand il clôture au 31 décembre, il avait toujours cette grosse créance qui apparaissait. Donc, il avait un gros besoin, alors que c'était juste pendant 4 mois. Et donc, on a changé la date pour clôturer, de mémoire, c'était le 30 juin. Ce qui fait qu'il était à une période où le BFR, le poste client, était plus représentatif de sa normalité de l'année qu'au moment où cette grosse créance était là et n'était pas payée. Et souvent, il avait le corollaire, c'est qu'il avait au 31 décembre une trésorerie qui n'était pas terrible. Simplement en changeant la date et sans changer son cycle d'activité, on a pu améliorer la présentation. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, mais on ne peut pas le faire tous les ans, on ne peut pas changer de date de clôture tous les ans. Et puis, il faut que ça ait du sens, parce qu'il y a quand même des coûts de formalité. Mais c'est une réflexion qui peut avoir du sens selon l'activité et selon votre situation. Parfois, on les contraint. Par exemple, quand on rentre dans un groupe et qu'on n'a pas les mêmes dates de clôture que le groupe, on a la contrainte de changer sa date pour s'aligner sur les normes du groupe, parce que quand on veut remonter les résultats, les consolider, on est obligé de passer par ça. D'accord ? Alors, ça, c'est pour faire plaisir à Georges. Je le taquine, mais ce n'est pas complètement dénué de sens. C'est que si vous clôturez au 31 décembre, c'est le gros des entreprises françaises aujourd'hui clôturent au 31 décembre, ce qui veut dire que vos experts comptables, vos avocats, etc., ils ont plein de clients à s'occuper. Si vous êtes à une date de clôture où ils sont plus tranquilles, plus soft, eh bien, ils vont pouvoir vous consacrer plus de temps justement pour ces échanges. Ils vont être plus sereins, ils vont être moins stressés. Enfin, encore que je crois que c'est quelque chose qui s'est un peu étiolé dans le temps. C'est un peu moins vrai. Genre, je ne sais pas ton avis là-dessus. Non, c'est sûr que c'est moins vrai, ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression de s'arrêter. C'est ça, ouais. Et moi, j'ai connu des arrêtés de compte où on était complètement sous pression, puis arrivé vers mai-juin, on tombait tous malades parce que la pression tombait et on se relâchait complètement. Maintenant, c'est moins vrai, c'est plus linéaire. Mais ceci dit, voilà, ce sont des réflexions que vous pouvez avoir sur ces problématiques de changer la date de clôture. Autre aspect, c'est le changement de méthode. Je vous en parlais tout à l'heure dans les annexes. Alors, normalement, c'est à éviter. D'ailleurs, il y a plein de choses qui sont interdites par la loi, mais on a quand même des choses qui peuvent se faire. Ça peut avoir du sens à un moment donné parce que ça permet d'améliorer le résultat, ça permet de mieux prendre en compte la réalité économique de l'entreprise. Attention, c'est extrêmement encadré. Excusez-moi.
Voilà. Mais j'en ai évoqué quelques-unes, mais ce n'est pas toutes. C'est durée et mode d'amortissement, la prise en compte de la création de certains engagements hors bilan. Par exemple, je pense à la retraite. Souvent, c'est une obligation, vous devez mettre les retraites, les droits acquis, vous devez les valoriser en annexe. Il y a des entreprises qui ont souscrit des contrats d'assurance qui permettent d'avoir de la charge. Bon, elles l'ont fait parce qu'elles avaient besoin de trouver des charges. Elles ont contractualisé sous forme d'assurance et donc elles ont une charge annuelle qui est passée dans les charges. Voilà, ça c'est une. Que ça soit déductible fiscalement. Comment? Pour que ça soit déductible fiscalement. Voilà, tout à fait. Alors après, voilà, c'est là aussi, c'est dans la réflexion qu'il faut avoir, c'est qu'il y a toujours dans ces petites astuces nécessairement des impacts fiscaux. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'aspect d'abord fiscal. Est-ce que ce que je gagne d'un côté, je ne le repère pas de l'autre côté? Et puis souvent, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect patrimonial du dirigeant aussi. C'est que des fois, on peut prendre des solutions, des options pour l'entreprise qui peuvent avoir des conséquences pour le dirigeant. Et notamment au moment de la sortie. Au moment de la sortie du dirigeant, soit sous forme de cession, soit sous forme de transmission, ce n'est pas simple. Donc, il faut, et ça, il n'y a que les experts qui peuvent vous le dire, parce que d'abord, ils ont la connaissance. Alors, ça peut être l'expert comptable, ça peut être le notaire, ça peut être l'avocat, parce que lui, il va avoir la technologie, la technicité pour vous répondre sur le plan juridique, sur le plan du possible, mais aussi, il va pouvoir adapter son approche aux spécificités de l'activité de l'entreprise. Chaque cas est un cas particulier. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des astuces, mais parfois elles sont pleines de sens et parfois elles n'en ont pas selon le particularisme de votre entreprise. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est que ces changements doivent obligatoirement être explicités et valorisés dans les annexes comptables. Ça, c'est une obligation. Bon, je passe là-dessus, mais sachez que quand même, c'est quelque chose qui existe et que j'ai déjà vu appliquer, j'ai déjà fait appliquer. Financer les investissements par des emprunts. Je vous disais tout à l'heure, le fonds de roulement, il est impacté par les ressources, le niveau de ressources et les investissements qu'on fait. Si aujourd'hui, j'ai un conseil à donner à des entreprises, c'est si vous en avez la possibilité, empruntez à chaque fois que vous avez besoin d'investir. D'abord parce qu'aujourd'hui, les taux, même s'ils ont tendance à remonter, ne sont pas très élevés. Ça sécurise cet équilibre investissement, besoins stables, ressources stables. Donc, quelque part, ça n'a pas ou peu d'impact sur le fonds de roulement. Et puis, un emprunt, c'est quelque chose qui est contractualisé, qui est sécurisant. Si vous honorez votre contrat, c'est une ressource qui ne sera pas remise en cause par la banque. Un découvert bancaire coûte plus cher et il peut être remis en cause. Même si vous avez une autorisation de découvert, vous recevez un jour un courrier qui vous laisse un délai relativement court pour réagir et vous mettre dans les clous. Donc, vous avez aussi cet aspect, au-delà de l'aspect équilibre financier, fonds de roulement BFR, vous avez le fait que ça vous sécurise. Et aujourd'hui, ce n'est pas une ressource qui coûte très cher. D'accord? Voilà. Alors oui, je vous disais limité par le niveau de CAF, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il est évident que si on est déjà au taquet en capacité d'emprunt supplémentaire, ça va être quelque chose de plus difficile. Mais c'est quand même une réflexion qu'on peut avoir. Activer certaines charges. Alors, c'est une option comptable et fiscale qui permet de mettre à un moment donné, de soustraire des charges sur l'exercice où on les a supportées pour les mettre à l'actif, on en parlait tout à l'heure dans les immobilisations incorporelles, et ensuite les étaler sur plusieurs exercices. En règle générale, 3, 5 ans grand maximum. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être à un moment donné, quand on est un peu ric-rac en termes de résultats, de dire voilà, je ne mets pas toutes ces charges sur un seul exercice, je vais les étaler, c'est tout à fait possible. Donc oui, voilà, donc ça permet d'améliorer les résultats, mais évidemment, puisqu'on va avoir un peu plus d'actifs sans ressources en face, on va réduire un petit peu le fonds de roulement. Moi, j'ai mis limité à 3 ans, c'est généralement la pratique que je vois. Alors, la contractualisation des investissements, c'est transformer certains actifs en charge. Tout à l'heure, je parlais d'investissement et d'emprunter. On peut aussi faire, par exemple, du leasing, de la location longue durée. Ça permet d'avoir un bien qui n'est pas dans l'actif de l'entreprise, puisqu'il appartient à celui qui vous le loue ou qui vous le fait en leasing. Et ça permet d'avoir des charges normes traditionnelles dans l'entreprise. Notamment, par exemple, lorsque vous avez des flottes de véhicules, il y a des aspects financiers, mais il y a aussi des aspects de gestion.
par exemple, un véhicule de tourisme. Vous pouvez avoir aujourd'hui des all-inclusive, entre guillemets. J'ai utilisé un terme anglo-saxon, hein, un all-inclusive. Vous avez la location, vous avez l'entretien du véhicule, vous avez l'assurance, vous avez le télépéage et vous avez les cartes carburant. À la fin, en termes de traitement administratif, vous avez une facture ou 2 factures par mois. C'est beaucoup plus simple à gérer que des tickets de carte bleue, des choses comme ça. Voilà. Après, c'est une question de culture aussi, hein, mais vous en avez qui aiment bien les notes de frais. Il y a des entreprises qui vont faire des avances de frais, d'autres qui vont mettre les cartes American Express en place, etc. Et moi, j'aime bien cet aspect aussi de contractualiser. Vous avez un véhicule, vous le louez pendant 3 ans, pendant 4 ans. À l'issue de ces 4 ans, vous en changez, vous ne vous embêtez pas avec la revente. Voilà, ça facilite aussi plein de choses. Et ça vous permet de créer de la charge, si vous avez besoin de créer de la charge, plutôt que d'avoir des investissements avec des amortissements et des emprunts en face. Une autre façon de présenter les choses. Alors ça aussi, les SCI, crédit bail, location, je vous parlais. Les SCI, ce qui est important, et moi je crois que maintenant c'est quelque chose de très généralisé aussi, et par exemple, c'est toujours bien, de mon point de vue, de sortir les actifs fonciers et immobiliers dans une structure à part, généralement qui est propriété du dirigeant. Ça permet de gérer ses loyers, ça permet aussi de gérer un peu mieux la sortie, et ça protège aussi l'entreprise en cas de défaillance, parce que en cas de défaillance, si les biens immobiliers sont dans l'entreprise qui est défaillante, ça va rentrer dans le processus. Si elles sont en dehors, ça va en général pas rentrer dans le processus. Donc, au moins, ces actifs-là sont protégés. Le leaseback, alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en entreprise en difficulté pour retrouver du cash, ou aussi par certaines entreprises lorsqu'elles font des rachats, ce qu'on appelle à la barre, c'est-à-dire qu'elles rachètent des entreprises au tribunal. On peut le faire, lorsqu'on a des actifs qui peuvent avoir une seconde vie, on les revend à un organisme de crédit bail, par exemple, qui va nous donner du cash et qui va nous les relouer sous forme de crédit bail. Je l'ai fait l'année dernière dans une entreprise agricole. Ils avaient une flotte de 85 tracteurs. On les a revendus à un organisme financier qui nous a reloués par la suite. Ça permet à l'entreprise d'avoir automatiquement du cash. Voilà, ça s'appelle un leaseback. Alors, voilà, permet de réguler et d'optimiser et de mieux préparer la sortie. Alors, on utilise par exemple le crédit bail parfois, d'une certaine manière, pour faire des compléments de rémunération, mais ça, on pourra en parler en aparté, compléments de rémunération pour le dirigeant ou certains cadres commerciaux, par exemple, à travers un rachat-vente de véhicules qui a été suramorti dans le cadre d'un crédit bail. C'est une technique qui existe. Ça permet de faire du complément de rémunération. Il ne faut pas le faire tous les ans, hein, mais un complément de rémunération en franchise de charge, tout simplement. Alors, oui, facilite la gestion aussi. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que lorsque vous avez des dépenses qui sont extrêmement atomisées en termes de tickets, bien là, vous avez une facture par mois ou 2 factures par mois. Ça facilite pas mal aussi le traitement administratif de ces dépenses. Et permet parfois de dégager du cash également. Le financement court terme, mettre en place des lignes de crédit pour financer le BE. Ce n'est pas le BE, c'est le BFR, je me suis trompé, le BFR, essentiellement sur le poste client. Tout simplement, c'est la mise en place de DAI ou de facto qui permettent à un moment donné d'améliorer la situation et de la sécuriser. Hein. Alors, le découvert bancaire aussi sécurise. C'est toujours mieux d'avoir un découvert bancaire qui est contractualisé que d'avoir un découvert bancaire qui est imposé à la banque. Si ce n'est pas du tout contractualisé avec votre banquier, vous prenez le risque qu'à un moment donné, il n'honore pas une dette, un paiement qui est présenté, il n'honore pas, et ça peut avoir des conséquences derrière avec déclencher, enfin, vous allez nécessairement y perdre quelque chose. Ça coûte plus cher, mais ça sécurise l'entreprise, parce qu'on est dans un cadre contractualisé. Et alors oui, ça c'est une notion aussi qui est importante, c'est que je suis toujours un petit peu surpris par, là je vais égratigner nos amis de Fidal, mais ce n'est pas eux, ce sont d'autres spécialistes qui se disent des spécialistes, qui vous prennent un bilan, qui vous disent « Oh là là, l'entreprise est en état de cessation des paiements ». On ne peut pas déterminer l'état de cessation des paiements d'une entreprise sur la simple lecture des comptes, parce que la définition d'état de cessation des paiements, c'est l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Et dans l'actif, dans les éléments qui sont disponibles, il y a les lignes de découvert, les lignes de crédit qui ne sont pas autorisées. Voilà. Donc, et ça, il y a des engagements hors bilan qu'on ne voit pas, il y a des éléments hors bilan qu'on ne voit pas dans les comptes annuels et qui sont pris en compte dans ces calculs. Donc,
il y a une analyse. De la même, là, j'ai un cas d'une entreprise qui a un tiers de ses dettes qui sont liées à un loyer. On considère qu'il n'est pas exigible puisqu'il n'est pas relancé. Et la loi considère que le délai est tacitement accordé par le bailleur. Et donc, ça ne rentre pas dans le calcul de l'état de cessation des paiements. Donc, il y a des finesses comme ça. Alors, le coût d'accordéon, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est ce qui a été fait, dans l'entreprise. Quand une entreprise a des fonds propres qui sont vraiment dégradés, notamment, vous savez qu'il y a une obligation légale, c'est que quand les pertes cumulées dépassent la moitié du capital social, vous avez l'obligation de convoquer une assemblée générale pour décider de la poursuite ou non de l'entreprise. Ça doit être mentionné dans un PV d'AG qui va être déposé au greffe, et normalement, le greffe l'indique sur le CABIS. Cette mention, elle doit figurer sur le CABIS. Et d'ailleurs, il faut faire extrêmement attention, c'est que quand on revient à une situation meilleure, il faut vraiment tanner le greffe parce que ce n'est pas un automatisme pour qu'ils enlèvent cette mention. J'ai eu le cas d'entreprise qui était revenue à une situation meilleure, qui l'avait acté dans un PV, mais ça n'avait pas été mis à jour au niveau du greffe. Donc ça, il faut être extrêmement vigilant parce que vous le traînez dans le CABIS derrière. Et le CABIS, il est utilisé par pas mal de tiers. Donc, le coût d'accordéon consiste tout simplement à améliorer ses fonds propres sans apporter ce qu'on appelle la new money. J'ai quand même un anglicisme, c'est-à-dire du cash nouveau, sans apporter d'argent. Alors, comment ça se fait? C'est tout simplement par intégration de dettes ou de comptes courants. Alors, il se fait en deux temps. Dans un premier temps, on va augmenter le capital en incorporant soit de la dette, soit du compte courant, etc. Et dans un second temps, on va réduire ce capital en absorbant les pertes. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec un bilan, comme je vous montrais tout à l'heure, un bilan avec des fonds propres positifs, mais beaucoup de pertes. Ce n'est pas très joli. Et avec cet artifice-là, on arrive à représenter un bilan qui est un peu plus sexy, en tout cas qui fait un peu moins peur à certains tiers. Voilà. Alors, j'ai utilisé l'expression, c'est une opération de cosmétique, mais il n'y a pas de cash nouveau, il n'y a pas d'argent frais qui rentre dans l'entreprise. Mais ça peut être de nature à rassurer un banquier, par exemple. Voilà. Alors, en conclusion, important, et après ce sera fini. Donc, ce sont des stratégies qui s'inscrivent dans la durée. On ne peut d'abord pas tout mettre en œuvre, ça n'a pas de sens. D'abord parce que certaines options sont parfois conflictuelles, et il faut savoir ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de prendre en ligne de mire le contexte de l'entreprise, le projet d'entreprise, mais aussi l'aspect patrimonial du dirigeant. Il ne faut pas que ce que l'on gagne d'un côté au niveau de l'entreprise se fasse forcément au détriment du dirigeant. Il faut anticiper les aspects. Il y a les aspects fiscaux qu'il ne faut pas ignorer. Ça a été évoqué tout à l'heure par Georges. Les points bloquants, effectivement, je parle de cession d'activité, notamment sur les successions ou sur les prises de retraite. On voit des sorties de dirigeants qui parfois sont très compliquées parce qu'il y a eu des options qui ont été prises dans le passé et qui font qu'à un moment donné, pour sortir, ça coûte très cher ou ça bloque. Et puis, et c'est le dernier point, il faut absolument travailler avec vos experts comptables, commissaires aux comptes, avec le notaire, le banquier, parfois tous ensemble, pour vraiment à un moment donné avoir une vision d'ensemble sur les aspects techniques et les conséquences financières et fiscales qu'il peut y avoir sur ce type d'options. Voilà. J'ai terminé. Merci Stéphane. On a perdu qu'une seule personne, Magali, mais qui m'a demandé qu'on lui envoie absolument l'enregistrement du webinaire. Donc, c'est une perte, mais c'est un gain. Pour la bonne cause. C'est ça. Rendez-vous avec le banquier, donc, tu vois. Allez, des petites questions, c'est le moment. Et puis, ben voilà, la parole est ouverte. Il faut ouvrir les petits micros. Georges, une réaction? Non, moi j'ai trouvé ça très bien. Et puis, c'est surtout que c'est quand même important de comprendre un peu comment ça marche. L'entreprise, souvent le chef d'entreprise, il est dans sa production, dans ses encaissements, dans le fonctionnement de ses équipes. Mais le fonctionnement du bilan, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il comprend bien. Et il y a même des métiers où alors ils sont complètement hermétiques à ça aussi. Notamment dans le médical, alors là, il faut toujours leur essayer de leur en parler, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, c'est quand même essentiel. Et puis on le voit qu'une bonne anticipation aussi, ça veut dire un suivi continuel des comptes et une bonne anticipation, ça permet d'éviter des gros problèmes. Et quelque part, le bilan,
c'est un peu le passé. Hein. Enfin, Oui. le bilan, c'est à la date du bilan. Mais les comptes d'exploitation, le résultat, c'est le passé. Malheureusement, c'est le passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une bonne gestion, c'est un suivi continuel et puis des éléments de ce qui a été présenté à un moment donné, c'était tous les ratios, des choses comme ça qui permettent de suivre, de voir l'évolution. Et puis dès qu'on sort de la normalité, il faut réagir, quoi. Tout à fait. Non, je trouve que c'est intéressant. Moi, je sais que par expérience, quand j'ai fait mes études, j'ai beaucoup évolué sur l'analyse financière avec les cours de comptabilité anglo-saxonne, en fait. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient une approche que je n'ai jamais vue en version française, d'ailleurs. C'est qu'on nous présentait des bilans, des comptes de résultats, et il fallait deviner l'activité. Oui. Et ça, c'était un exercice qui était pas simple, mais par contre, ça permet de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Et rien qu'en voyant un bilan aujourd'hui, on peut comprendre pas mal de choses. Néanmoins, ça remplacera jamais la visite dans l'entreprise. C'est clair. L'analyse du bilan, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'analyse du bilan des comptes de résultats sont souvent plutôt le prétexte à poser des questions, à s'interroger, à faire des focus sur des points particuliers. Mais la réponse, on ne la trouvera que dans une analyse un peu plus approfondie et surtout dans l'échange avec les dirigeants ou ses cadres. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, avec les gens, avec les opérationnels, ceux qui sont sur le terrain. Je sais que moi, par exemple, j'aime bien, notamment dans les procès industriels, j'aime bien visiter les sites de production. Parce que quand on a le résultat, on le comprend mieux quand on a compris la chaîne de production, la chaîne de création de valeur, que lorsque on reste dans son bureau et puis que on aligne des factures finalement et on ne visualise pas le process. Et ça, c'est extrêmement parlant. Et on peut d'ailleurs bâtir le résultat à un moment donné quasiment en effet miroir avec le process industriel de l'entreprise. Des questions ou des réactions, Madame Bochat, Madame Sébir, le cabinet Fidal, des petites réactions, Christian Ferré? Très bien, prise de parole. Bien présenté, merci beaucoup. Et oui, je veux bien le support, effectivement, pour en reparler avec monsieur Kidos, mon dirigeant. Madame Sébir. Oui, merci aussi également. Et pareil, même demande si on peut avoir le support pour… Stéphane, tu me diras, mais je pense que… Il n'y a pas de souci, on va juste corriger les 2-3 trucs que j'ai vus qui n'étaient pas bons. On le mettra en PDF pour qu'il soit moins lourd, parce que là, il est quand même assez, en fichier, il est assez lourd. On le mettra en PDF, et puis voilà, comme ça, après, il y aura quelque chose qui pourra être utilisé, qui pourra être transmis, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, on vous laisse. Bonne journée. Merci d'avoir été patient, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup parlé, je vois l'heure. Non, mais c'est bon, hein, c'était intéressant. Tu as Diana de la communauté urbaine qui dit « Je dois vous quitter, merci beaucoup pour ces apports méthodaux très concrets. » Donc, oui. Moi, j'adore, parce que très concret, méthodaux, c'est super. Madame Sébir, une petite réaction peut-être. Je vous ai vu acquiescer tout à l'heure. Oui, moi, j'ai trouvé ça clair, net, précis, donc tout ce que j'aime, donc parfait. Bon, merci. Moi, c'est pareil, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très clair. Bien, super. Si vous souhaitez approfondir la démarche avec Stéphane, hein, vous avez le contact, vous n'hésitez pas à me relancer si besoin. Oui, il n'y a pas de souci. Bien sûr, j'imagine. Si à un moment donné, il y a besoin de développer des points sur des sujets comme on fait ce matin, mais sur un sujet en particulier, il n'y a pas de débat, on trouvera toujours un petit peu de temps pour faire ce genre de choses. Ok. Est-ce que ça sera le mot de la fin? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, ok, on va corriger, Stéphane va corriger son PowerPoint et puis je vous envoie l'enregistrement à tous. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous à la prochaine. Georges, vous voulez rajouter une dernière petite chose? Ouais, non, mais je voulais remercier aussi parce que c'était une bonne initiative que d'organiser ça. Et puis, je pense que Stéphane, c'était l'homme de la situation. Merci, c'est gentil. Merci Stéphane. Merci. Allez, à très bientôt, on reparle de tout ça. Merci. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir. Et au revoir, à bientôt.